Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission vraiment féminin. C'est ça qui est le fun. C'est rare, les ufologues féminins, justement. La plupart du temps, c'est souvent des hommes qui sont dans ce métier-là. Mais là, ça va faire 2 émissions spéciales femmes qu'on fait. La première était avec Annie Kearney, Thériault de l'AQU. Maintenant, on a la chance d'avoir Janie Chariot de MUFON Québec. Bonjour, Janie. Bonjour, Carole. Ça va bien? Très heureuse d'être là avec vous. Ben, je suis très heureuse de t'avoir en studio. La route a été bien? Parfaite. Ben, excellent. Manon en studio aussi, qui va à la co-animation. Comment ça va, Manon? Ça va bien, merci. Et ça, c'est le fun. Et on a Elisabeth de Caligny d'Europe au téléphone. J'espère que tu es là, Elisabeth. Mais je suis bien là. Ben, excellent. C'est Janie qui t'a appelé tantôt parce que étant donné que j'avais la préparation de la mise en onde, j'étais comme un petit peu coincée pour essayer de... Oui, je m'en doute, on peut pas être au four au moulin. Non, c'est ça, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Ça me prendrait quelqu'un qui... Mais c'est ça. Je suis ravie. Merci. Okay. Merci infiniment. Je suis très heureuse, vraiment. Oui, ben c'est moi qui est heureuse parce qu'en fait, je trouve que c'est un honneur de t'avoir avec nous parce que tu es très, très connue en Europe. Puis tu es très suivie aussi avec Nurea TV. Et tu as des tonnes et des tonnes de vidéos. Et je trouve ça impressionnant de voir toutes tes histoires, comment c'est raconté. Et c'est... on a le goût de t'entendre. C'est ça l'affaire. Et je pense que tu réveilles beaucoup de monde avec tes histoires. Puis je trouve ça parfait. Mon propos, effectivement, c'est d'intéresser un petit peu les gens à ce qui sort de l'ordinaire. Donc, il y a une grande part d'ufologie, ça c'est vrai, parce que ça m'a toujours intéressé depuis très longtemps, mais il y a le reste. Et comme j'ai la facilité pour exprimer les choses et pour compter, puisque je considère que je suis une conteuse, eh bien, je pense que ça explique ce surprenant succès que je peux avoir, parce que moi-même, je n'en reviens pas, pour être clair. Mais en fait, est-ce qu'on peut te considérer comme une enquêtrice? Ah, je fais des enquêtes, oui, parce que je ne dis pas ce que je fais, mais par derrière, je travaille, voilà. Ben, justement. Je m'intéresse au sujet, j'ai des contacts avec beaucoup de gens qui ont fait les observations ou qui sont contactés, qui sont pas du tout des mythos ou des fantaisistes, et j'en apprends tous les jours, ça me passionne vraiment. Ben oui, justement. Ben, on en apprend tous un peu à tous les jours. Je regarde. C'est comme toi, Janie. T'es enquêtrice depuis quand? Ça fait quoi? Je suis bébé enquêtrice. Bébé? Je suis bébé enquêtrice. Ça fait à peu près 2 ans et demi seulement. 2 ans et demi? Eh oui. Qu'est-ce qui t'a amené à toi à faire ça, ce métier de fou-là? On dit métier parce qu'on n'est pas vraiment payé pour le faire, non, là, mais... Non, on n'est pas payé pour le faire. Et puis, qu'est-ce qui m'a amené là? Je pense c'est parce que j'ai été témoin de phénomènes, que j'ai proposé ces témoignages à divers organismes et qu'ils n'ont pas su me répondre. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais m'y mettre et puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ils n'ont pas su te répondre, donc c'est pas une gang de MUFON de nulle part. Il y avait peut-être une gang de MUFON, mais ils étaient peut-être... je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident de donner la réponse à de tels phénomènes, c'est pas facile. C'est ça. Quand tu es témoin, tu as une vision de la chose. Peut-être qu'une personne à côté de toi verrait pas tout à fait la même version ou la même vision, peut-être. Ou, tu sais, pour moi, là, il y a des choses que je me dis que quand on voit qu'on est témoin de certains phénomènes et que l'autre à côté ne le voit pas, c'est que probablement que tu as une capacité de voir des choses que d'autres n'ont pas. Il y a ça aussi.
D'après moi. En tout cas, c'est une théorie. Mais je la trouve pas pire, ma théorie. Non, ta théorie est bonne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu? Ah, ce que j'ai vu, à cette époque-là, je travaillais pour un journal en France. OK. Quand tu dis époque, c'est quand? Époque, c'était dans début des années 90. OK. Et je travaillais pour un journal, j'étais pigiste, donc photographe pour ce journal. J'étais en mer, c'était une finale de voile, voilier en France. Mm-hmm. Et puis, j'étais à bord d'un bateau, je tournais le dos à la mer et je regardais la côte. Et devant moi, il y avait des bateaux qui manœuvraient. Bon, c'est ça qui m'intéressait, donc j'ai fait une photo. Enfin, j'ai fait des tas de photos. Et puis, à l'époque, j'allais développer, parce que je suis de la vieille école, donc j'allais développer mes photos pour envoyer celles choisies au journal. Et puis, en développant la photo, j'ai vu quelque chose, des points au-dessus des mâts des bateaux. À l'horizon, mais au-dessus des mâts des bateaux. Moi, phénomène ovni, j'y pensais pas, comme la plupart des gens, ça faisait pas du tout partie de ma vie. Je savais que ça existait, point. Mais à partir du moment où j'ai vu ces points qui avaient absolument aucune signification rationnelle, c'était pas des oiseaux, c'était pas des ballons, etc. Là, j'ai eu, on va dire, comme un choc ou un électrochoc. Des poids? Des points. Des points. OK. C'était de couleur, de lumière? Ou... la photo en elle-même, c'était du noir et blanc pour le journal. Ah, OK. Mais c'était quelque chose d'ovale, gris, avec différentes nuances de gris, un peu ce que j'ai retrouvé dans d'autres témoignages. Et puis à côté, il y en avait un autre point. Donc moi, j'ai fait vérifier ça par un photographe qui avait pignon sur rue et qui s'y connaissait peut-être encore mieux que moi, et lui aussi, il a trouvé ça extrêmement étrange. Et puis je l'ai amené à la rédaction, et à la rédaction, on m'a dit, là aussi, évidemment, puisqu'il y a d'autres photographes à la rédaction, etc., et le rédacteur m'a dit, non, on va pas pouvoir le publier, ça serait peut-être mettre la panique pour rien. Ah, voilà. Gadon. C'était ça. C'est donc bien poche. Oui, surtout que je pense pas que la panique va prendre juste parce qu'on voit de petites choses dans les airs, mais ça a été la réaction de la rédaction à l'époque. Oui. Mais donc, ils affirment eux autres qu'il y avait vraiment quelque chose sur cette... J'ai eu la confirmation avec toutes ces personnes-là, oui. Est-ce que tu as encore cette photo-là? Oui, je l'ai. Ah, ben. Je n'ai plus le négatif parce que je l'ai tellement caché que je ne le trouve plus. Mais j'ai la photo, oui, j'ai la photo. Et puis, à la suite de ça, j'avais envoyé cette photo, puis plus d'autres observations que j'avais faites où j'étais un peu moins sûre, mais quand même. Donc, tu étais en Europe quand c'est arrivé. Là. Oui. Tu trouves pas que ça fait comme un peu comme dans la vague belge à l'époque, dans les années 90, justement? Il y avait beaucoup d'observations dans les années 90. Oui, en France, ça a été dans les années 74. Il y a eu 89 et 90 aussi, qu'il y a eu une vague à cette époque-là. Oui. Plusieurs ont vu des trucs assez étranges et assez gros, même à la limite. Oui, mais tu sais, cette observation-là, en y repensant, c'était, Elisabeth va me comprendre, c'était exactement dans l'axe où il y a deux mois, enfin c'était en septembre, 19 septembre je crois, il y a eu ce bolide qui est passé au-dessus des marais. Ah oui? Ouais. Et ce que j'ai vu, donc des années avant, c'était exactement dans cet axe-là. Sauf que ce bolide, il a fait des zigzags, parce que j'ai regardé tous les témoignages. Et parce que j'ai regardé de près, évidemment, ça m'intéresse. Et selon l'axe des témoins, et en plus on dit qu'il est passé au-dessus de l'Angleterre après en ligne droite, c'est absolument impossible, vu ce qui a été dit et ce que les témoins ont dit. J'ai tiré des traits dans tous les sens, ça colle pas. Voilà. Non, je suis donc bolide, je veux bien, mais soit les témoins ont mal décrit l'orientation de la chose, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Non, mais on est d'accord là-dessus. Manon, tu avais l'air d'avoir une question. Ben, c'est pas une question, c'est surtout une remarque parce que comme on en parle depuis tantôt, le mot panique ressort tout le temps quand on découvre quelque chose. C'est vrai. C'est comme si on était toute une gang de paniqueux sur la planète Terre. Voilà, exactement. Mais je trouve ça plate parce que c'est pas
faut pas généraliser, premièrement. Puis si on cache tout le temps les choses, ben oui, effectivement, quand la vérité vient qu'à sortir, là, la panique peut prendre. Mais il me semble qu'on est assez intelligent pour comprendre qu'il y a quelque chose autre. Il y a des choses qui peuvent se produire, là, c'est pas... Par contre, je dirais que, oui, regarde, il y a tellement de sceptiques ou de gens qui nous prennent pour des cabochons, des fous, de ce que tu voudras. C'est le même que je me sens. Ça. Ben, c'est ça, parce qu'on a vu quelque chose, ouf, il va y avoir des rétros satanassins. C'est quasiment ça. C'est comme si on serait comme vu comme la bête, la méchante bête. Puis qu'en fait, non, on a juste vu, puis on est du monde comme tout le monde. C'est tout. On a vu, on a été témoin de quelque chose. Point. Ça fait pas de nous autres quelqu'un de cinglé ou de fou. Puis là-dessus, là, je vais vous confirmer un truc. Il y a plusieurs personnes qui ont été internées dans les années 50, 60, encore là. Si je me fie dans les comme les MK Ultra, ils ont justement pris ces personnes-là puis ont fait des expériences sur ces gens-là qui, soi-disant, avaient vu des trucs. Exact. Mais pour eux autres, après ça, ils font comme, regarde, aujourd'hui, ils sont vraiment fous, là. En tout cas, pas fous dans le sens de... Non, on les a rendus fous. C'est ça. On les a rendus fous ou on les a rendus vraiment inaptes à voir ou à... Peu importe, là. C'est comme... Ils sont plus toutes là, là. C'est rendu que quand t'es plus le pogo le plus léger de la boîte, parce que du jour au lendemain, puis que, je sais pas, me semble... T'as le crayon moins aiguisé de la boîte d'abord. Je sais pas. Ça a peut-être un rapport tout ça avec ce qui s'est passé au Canada pendant un certain temps, c'est-à-dire les opérations MK Ultra américaines. Donc il se peut qu'ils aient ratissé large aussi avec des gens qui prétendent avoir eu quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, ils n'ont pas lésiné. Hein. Voilà. Ben justement. Puis j'ai un neveu qui a travaillé dans un centre. J'ai une sœur aussi qui a travaillé à Robert-Giffard. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont été internées là, injustement pour supposer schizophrénie, sont médicamentées pour ça. Oui. Puis en fait, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas schizophrènes. Ils ont vraiment vu quelque chose. Mais je me suis intéressée, moi, à tous ces cas-là. À propos d'autre chose qu'il y avait eu dans les années 50, un truc assez particulier qui avait un peu retourné la France. L'empoisonnement d'un pain à Pont-Saint-Esprit. Et on sait maintenant de façon à peu près certaine que la CIA est intervenue là-dedans. C'est l'expérience sur le LSD. Et parallèlement, je me suis intéressée à ce qui s'est passé aux États-Unis, bien évidemment, parce que ça touchait à cette opération MK Ultra, et au Canada, au Québec. Et là, je suis tombée de haut. Parce qu'effectivement, on a expérimenté sur les gens des trucs absolument affreux. C'est digne, je suis désolée de le dire, mais de ce qu'ont fait les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et il se peut que les gens qui ont vu effectivement des phénomènes ovnis, on les a torturés, car c'est de la torture. J'ai écouté des témoignages de gens qui sont passés par là et qui en ont réchappé. Il y en a peu. C'est absolument affreux ce qui s'est passé. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Voilà. Et puis c'est drôle, hein, parce que dernièrement, il y a à peu près 3 semaines, un mois, sur Zone Parallèle, Facebook, j'ai posté un truc qui parlait du MK Ultra et je me suis fait dire par quelques personnes, voyons, c'est fake ça, cette affaire-là. Ouais. C'est pas vrai, cette affaire-là. Ben oui, c'est vrai. Hey, c'est réveillé, là. Il y a quelque chose qui se passe en arrière de tout ça. Bien sûr. Puis les gens ne veulent pas voir. Tu sais, quand tu veux pas voir, moi ça me décourage, ce genre de... L'humain a une nature assez particulière. Il s'intéresse à des tas de trucs, mais tant que ça ne le concerne pas, ça va. Mais dès que ça devient dangereux et tout, c'est tabou. Et les gens qui prétendent avoir vu, expérimenté ou subi sont pris pour des joyeux dingos et va des rétros satanas. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. C'est ça que je trouve un peu... désolant. Oui, très désolant. C'est très désolant parce que t'as beau essayer pas de te battre, te débattre, essayer, je convainc plus personne parce que moi, je l'ai fait pendant un certain temps puis je me dis, bon, tu y crois pas, qu'est-ce que je te dise? Mais la journée que tu vas avoir une petite fouille, pas de gants, pas de rien, pas de vaseline, ben là, tu viendras m'en reparler, puis là, je vais dire, ah bon? T'es sûr? T'es-tu fou? Tu sais, regarde, c'est plate de se faire dire ça, là. C'est vraiment plate de se faire dire ça, puis
Je sais que la plupart des gens qui écoutent l'émission, c'est tous des gens ouverts. Oui, voilà. Fait que c'est ça. En partant, je sais qu'eux autres, ils vont me dire, ouais, c'est vrai. Non, mais en même temps, la plupart des auditeurs qu'on a là, présentement, que je vous salue tous encore une fois, c'est que je sais que vous avez la plupart des familles qui sont très fermées à ça. Puis quand vous voulez parler de ça à votre frère, votre soeur, votre père, votre mère ou cousin, en tout cas, peu importe de la famille, et on vous prend pour la fuckée de la famille, la disjonctée qui est sur le bord de faire de la psychose ou peu importe. C'est carrément ça, pareil. Oui. Mais non, je vous rassure, c'est pas le cas. Alors, moi, personnellement, je vous connais pas tous chacun, mais je sais que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et tant que vous vous posez la question en dedans de vous, je suis folle. Si tu te la poses, c'est parce que tu l'es pas. Parce que si tu serais à un problème psychiatrique, niveau neurologique ou psychiatrique, tu ne penserais même pas à te la poser la question. Non, parce qu'on se voit pas tel que ça. Souvent, il y a une personne qui va faire une dépression, les gens autour vont le voir, mais la personne qui est dépressive, là, s'en rendra même pas compte. Fait que c'est la même chose quand tu te poses la question. Je pense que je vais me la poser. Tiens, je suis folle. Juste pour être sûr. Ben c'est vrai, tant qu'on se pose la question, c'est qu'on ne l'est pas, à quelque part. Parce qu'un fou, ça la poserait même pas. Il se pose pas la question. Ça, c'est vrai, c'est logique. Les fous ne se rendent jamais compte de rien. C'est ça. C'est C'est pour ça que la raison du plus fou est toujours la meilleure, comme on dit. C'est à peu près ça. Puis j'en prendrai pas crédit de ce que je dis là, c'est parce que ça a été dit par plein de psychiatres et psychologues ou peu importe. Fait qu'on le sait que ça vient pas de moi, là. C'est vraiment prouvé scientifiquement. Les gens aiment ça quand on dit ça. C'est prouvable scientifiquement. Ben voilà. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est... La fois où j'ai vu un être devant moi qui était comme là, puis qui est apparu, puis qui est disparu, j'ai pas pris mon sel pour faire... J'étais tellement surprise de voir cette apparition-là. Tu prends pas le temps de prendre ton sel, prendre une photo, et nous, il y aurait peut-être rien eu dessus. Mais c'est comme ça. Tu peux pas arriver avec une preuve scientifique de ce que tu vois. Puis la plupart du temps, tu es tellement bouche bée. Admettons, tu fais la photo, tu fais pause, je fais la photo. Tu fais voir la photo, qu'est-ce qu'on va te dire? On va dire, tu l'as truqué, c'est long, Bah oui, c'est à la mode, ça. c'est une réverbération. On trouvera toujours quelque chose. Quelqu'un qui ne veut pas voir ne veut pas voir. C'est sûr que c'est un Tellement. trucage. Mais tu sais, au moment où ça se passe, là, parce que j'ai vécu une expérience avec toi, Carole, puis au moment où ça se passe, qu'est-ce qu'on voit? On se fait comme, ben voyons donc, tu vois-tu la même chose que moi? Le temps qu'on se parle, le temps qu'on se frotte les yeux, puis qu'on regarde vraiment, puis on se dit comme, ben oui, c'est là, c'est les appareils photo, ben on est, poup, c'est parti. Ben là, il est trop tard, là. Puis on les avait dans le cou, c'est Ben, ça qui c'est est ça. Ça, c'est la preuve qu'on veut pas publier n'importe quoi, puis on veut pas dire n'importe quoi. On s'assure avant de prendre la photo que c'est vraiment ce qu'on voit, qu'on voit bien la bonne affaire. Puis au moment où on réalise que oui, il y a des grosses chances que ça soit quelque chose de bon, poup, c'est parti. Fait que il n'y a pas de preuve. On peut pas, on a bien de la misère à avoir des preuves de ça. Non, puis c'est drôle, c'est comme si tu te parles bien du truc qu'on a vu au-dessus du bois, là, dans le boisé. Là. Moi, ça, je suis Marco Fer Rouge. Moi aussi, je peux pas m'en souvenir. Je vais vous le raconter vite fait, c'est que Manon et moi, on faisait une soirée d'observation pour voir les aurores boréales. C'était en septembre, 21 septembre. Encore au mois de septembre. Oui, tout le temps dans le coin de comment ça s'appelle ça, là? Le solstice d'automne. C'est tout le temps là qu'on en prend, qu'on capte des affaires, puis je sais pas, on était là à faire de l'observation, on était allé au domaine, dans le coin du domaine Joly, pour voir, parce qu'il y a des coins noirs, il n'y a rien. Bon, 10h30, on se rend à la maison. On va se prendre un café, puis on va le voir de l'autre côté. Peut-être que c'est plus noir, peut-être qu'on va voir d'autres choses. Rien de plus. Mais quand on a fait l'arrêt pour venir se chercher un café à la maison, mon fils nous dit qu'il a vu une boule verte se promener, qui a passé au-dessus de la voiture, qui s'en allait de la route, mettons, du côté fleuve, on s'en allait vers la route 20, donc du nord au sud, nord-est au sud-est, ou en tout cas, peu importe, dans ces coins-là. Et ça l'a passé assez rapidement à l'horizontale, une boule verte. On s'est dit, regardons, on va peut-être apporter autre chose au cas où qu'on verrait quelque chose. On va retourner, on va faire de l'observation. Rien, toujours rien. On n'a pas vu de boule verte, mais il y avait une porcherie à peu près à 2 kilomètres en arrière de nous autres.
C'est comme si le vent s'était levé et l'odeur, que je vous dis pas à quel point c'était épouvantable. Ça se peut pas, on n'est plus capable de rester ici. Mais c'est drôle parce qu'il n'y avait pas tellement de vent, en fin de compte. Il n'y en avait pas. Pourquoi qu'il venait une odeur de merde si intense que ça? Vraiment intense. Même les fenêtres de la voiture fermées, c'était impossible. C'est impossible de rester là. C'est comme si on nous appelait à partir de là. Ouais. Carrément. C'est comme ça que je l'ai vu. Parce qu'après ça, Manon a pris le volant. On s'est en allé vers le village, à Sainte-Croix. Et comme Manon regarde, moi, je regarde un peu tout le tour. Je continue de regarder le fleuve. Partout, ouais. Puis au cas où il y aurait quelque chose, mais Manon, on se regarde, on dirait qu'il y a le feu dans le bois. Effectivement, à peu près, je dirais 25 à 30 pieds de diamètre, comme il faut. Ouais. C'était un orange, jaune, orange, style couleur feu, mais avec des drôles de vapeurs qui avaient... C'était comme de la brume. C'était pas des flammes, là. C'était vraiment de la brume. Une lumière brumeuse. Oui, carrément. Ouais. Puis j'avais les jumelles dans le cou. J'ai pris mes jumelles, j'ai regardé et j'ai vu un restant de tête d'œuf. Un œuf. C'est comme un œuf qui descend au sol, mais bien lentement. Et là, j'ai dit, mais non, arrête sur le bord pour qu'elle puisse le voir comme il faut. Puis je me suis dit, m'en prendre une photo en même temps, on va pouvoir filmer ou prendre une photo. On s'installe sur le bord du chemin. Mais je donne les jumelles à Manon, les longues vues, les lunettes d'approche à Manon pour qu'elle regarde dedans. Et on le voit clairement que ça descend. Et le temps que je prenne mon appareil aussi que j'avais dans le cou pour capter ça, tout s'est éteint. Ça a disparu. Moi, ce que j'ai vu, parce que j'avais les jumelles à ce moment-là, puis j'essayais de voir qu'est-ce qui était là, parce que c'était immense. Et je me suis dit, mon Dieu. Puis elle préparait son appareil photo, fait que les jumelles, je regarde, c'était comme aspiré au sol. C'est vraiment aspiré au sol. Ça s'est fait à une vitesse incroyable. Fiou! Tout est parti. Ouais, il n'y avait plus rien. Plus de lumière, plus rien. Ça a été comme... C'est la plus belle observation. C'est une belle observation, c'est sûr. Oui. C'est une des plus belles. Je dirais une des plus belles parce qu'on en a fait une l'année passée dans la même période. Toujours le 21 septembre, encore une fois. Un peu dans la même région. C'est pas mal près, mais c'est plus en bordure du fleuve. Là, c'était des sphères à peu près de 8 à 10 pieds de diamètre. Il y en avait 3. Ça, je l'ai déjà raconté à l'émission. Je ne radoterai pas parce que je l'ai déjà faite. Puis les gens vont peut-être cette année d'entendre tout le temps la même histoire. Là. Mais il y a eu des réactions avec ces sphères-là. Puis avec un pointeur laser. Mais encore là, c'était dans la même couleur de ce qu'on a vu dans le bois quelques années auparavant. C'est assez intense, intéressant, mais pas de preuves. Non. On n'a aucune preuve. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, là. Aussitôt que tu as pris l'appareil photo, j'ai vu rentrer ça au sol avec les jumelles. Exact. Puis encore une fois, là, cette fois-ci, j'ai voulu prendre une photo parce que là, on s'est dit, tiens, on tient vraiment quelque chose, là. C'est ça. Je viens pour prendre mon appareil, le temps de peser power, ça a fait... Et ça a descendu. Depuis... Fini. Ça a descendu au sol, mais en bordure du fleuve. Cette fois-ci, c'était en bordure d'un cap. Puis, pas aucune maison. Il n'y a rien dans cette partie-là. Il n'y a aucune résidence quelconque. Parce que le fleuve, quand il monte, garde, toute maison, là, il est impossible à... C'est le bois, c'est le cap, c'est l'eau. Il n'y a rien. Donc, puis ces places-là, ce qui est drôle, c'est que c'est à un endroit exactement où est-ce que 2 grands gris ont été vus sur le bord du fleuve. C'est exactement la même place. C'est fou, hein? Oui, mais ce qui m'a surpris, c'est l'odeur de merde quand on a... Mais que ça nous disait, dégage, va-t'en. L'odeur de soufre. Et là, effectivement, c'est original. Non, c'était vraiment pas du soufre, peux te le dire. Moi, c'est la porcherie. On aurait cru qu'on était dedans. Ah oui, carrément. C'était tellement... je sais pas comment ils font pour travailler là-dedans. Là. Moi non plus. Ils ont comme une grosse piscine à merde, eux autres, là, que tout en va... Ben, c'est ça. On avait l'impression d'être dedans, tellement c'était intense. J'avais jamais senti aussi fort que ça. Puis c'est comme si ça nous disait, va-t'en de là, va-t'en. Mais moi, je pense que ce genre de truc, c'est induit, vous savez. Parce que, bon, vous expliquez que vous êtes dans une voiture, c'est fermé, qu'il y a une odeur extrêmement subite et violente. Ouais. Ah oui. Ce qui ne devrait pas arriver, parce que ça vient progressivement. Et puis, bon, un truc à fuir, c'est quand même plutôt rare. Je pense que ces intelligences sont capables d'induire
des choses chez les humains. Alors ça peut être des odeurs ou autre chose, des visions de panorama. Ça peut se présenter sous différentes formes. La preuve, c'est que quand vous avez plusieurs témoins d'une observation, eh bien, il arrive que tout le monde voit, ou une seule personne voit, mais pas les autres. Alors c'est criant. Alors pourquoi une personne et pas une autre? Parce que je pense qu'on est ciblé et puis c'est tout. Et puis là, vous êtes peut-être tombé sur un truc que vous n'aviez pas à voir, tout à fait fortuitement, et on vous a fait dégager. Et c'est peut-être des choses induites. Et je me suis posé la question là-dessus, moi, quand même plusieurs fois, par rapport à des témoignages et à mes expériences personnelles aussi. Ouais. Je suis contente que Manon ait été avec moi parce que, puis tu vois, quand c'est arrivé, il était à peu près 1h, il arrivait à 1h du matin. Oui. Et on n'a même pas voulu se rendre dans le bois à cette heure-là parce que moi, ça m'a donné la chienne. Là. Tu m'étonnes. C'est vraiment, on n'a pas, le feeling ne nous invitait pas en tout à aller prendre place à ces lieux-là. Ben, c'est parce qu'il reste que c'est la nuit, on voit pas trop ce qu'on met les pieds, puis on voit pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout. Là. On est deux filles tout seules. C'est ça, tu sais, je veux dire. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en ufologie. Justement, on affronte peut-être pas. On est plus moumoune à quelque part, un peu plus peureuse. Mais je pense qu'on a peut-être plus d'intuition sur les choses. Oui. Et qu'on sait parfaitement, intuitivement, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas aller voir. C'est ça. Je pense que oui, c'est ça. Ça a bien du sens, ça. C'est un peu ce que je disais tantôt à l'émission juste avant. C'est vrai qu'on a beaucoup d'intuition. Puis que ça fait comme va pas là. Comme l'odeur nous disait, sors de là. Ah, va-t'en de là. C'est épouvantable. Mais c'est curieux, c'est que ce genre de phénomène-là, ça t'est déjà arrivé, Jenny? Moi? Oui. Il m'est peut-être arrivé quelque chose, mais c'est pareil. Moi, par contre, j'en suis pas certaine. Mais j'ai jamais vu de boule de lumière ou quoi que ce soit. Mais il m'est peut-être arrivé quelque chose. Mais cette chose-là, c'est la même. C'est pareil. On était 3, peut-être 4, et on n'a pas vu la même chose. On en a parlé récemment. Ce sont mes 2 filles aînées. On en a parlé récemment, mais je leur ai fait même dessiner individuellement où on était, ce qu'on faisait, parce que ça remonte à un certain temps. Et on n'a pas vu la même chose. Donc, est-ce que c'est une mémoire écran qu'on nous met? Je ne sais pas. Là, en l'occurrence, c'était comme une soucoupe. Je sais pas non plus. Moi, j'ai fait des observations une fois avec ma mère aussi. C'était 2 sphères oranges. Elle voyait. Elle dit, oh, des montgolfières. Des montgolfières, ça allait plutôt vite pour des montgolfières. Hein. Et c'était orange. Et moi, je voyais 2 lumières. Mais maman voyait des choses très définies, sphériques. Et quand j'ai donné un coup de flash avec mon appareil, ça a changé de direction. C'est passé derrière une rangée d'arbres. On a retrouvé qu'une de ces, enfin pour moi, une de ces lumières qui a disparu ensuite. Et maman, là, ne m'a plus pris pour une folle après, puisqu'elle a fait observation. Mais on ne voyait pas la même chose. Et récemment, vous voyez, j'étais en Aveyron, j'ai fait quand même 5 observations en 4 jours. C'est quand même pas mal. Bah oui. Tout à fait différentes. Et il y avait une personne à un moment qui était avec moi, Pascal Cazotte. Je crie, venez voir, venez voir. Ça faisait la 2e soirée où je voyais passer une sphère orange au ras des collines. Alors dans la direction en plus d'où le contacté français Robert L. a vécu une expérience absolument incroyable. Et donc, je vois cette sphère qui revient à l'horizon et qui traverse tout l'horizon. La 2e fois, j'appelle, Pascal est là, il voit, je lui dis, tu vois, il me dit oui, et très curieusement, il s'en va. Il fait demi-tour et il va voir ailleurs. Oui. Ça l'intéresse pas. C'est quand même fou, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont, tu sais, c'est comme des ornières, faut pas leur en vouloir. Tu peux parler à quelqu'un et... Non, mais je crois qu'il était incapable de me l'expliquer après. Oui. C'est sûr, oui. Pourquoi t'as fichu le camp? Il n'a pas su. Voilà. Il n'avait rien à dire. C'est comme... C'est-tu parce qu'ils veulent... Il y avait-tu peur de dire aussi, peut-être qu'il avait peur de dévoiler certaines choses, plus approfondies, ou je sais pas. Ou les gens sont robotisés, c'est tellement conditionnés. Ça ressemble à ça. Oui. C'est vrai que... Oh, c'est fou, ça. Mais concernant la même vision, si effectivement on est, comme tu parlais avec tes 2 filles qui n'ont pas vu la même chose,
Donc, quand il y a un cas où il y a à peu près 6, 7, 8 témoins et que les gens vont prendre les témoignages de ces personnes-là, il y a des grosses chances qu'ils n'aient pas vu toute la même affaire, c'est sûr. C'est Mais comme ça, excuse-moi, non, ça se retrouve, par exemple, dans les enquêtes de police. Ouais. Lorsque tu réunis des témoins, il va y avoir combien de témoignages concordants? La plupart des gens n'ont pas vu la même personne. La description n'est pas de... Ça ne veut pas dire que la personne qui a avisé, c'est ça. Mais la personne qui a avisé avoir aperçu quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle est à côté de la traque nécessairement parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas vu la même affaire. Je veux dire, c'est comme... Non, mais je pense que ça tient au prisme humain, à ses croyances, à ses émotions. Et ça, pour les témoins judiciaires, c'est absolument connu. Hein. Moi, j'ai été avocat quand même pendant 30 ans, donc je sais comment ça se passe. Et rarement les témoignages concordent. Si bien que le témoignage humain n'est pas forcément fiable. Et je pense que ça tient au prisme des gens, à leur personnalité. Et donc, il y a des choses qui nous attirent plus que l'œil, plus qu'autre chose. Par exemple, vous mettez une série de personnes devant un tableau et vous leur demandez ce qui leur a attiré l'œil. Vous allez voir que personne ne voit forcément le truc évident à voir sur ce tableau, qui sort de l'ordinaire, qui vont parler d'autre chose. Je pense que pour les témoignages, sur n'importe quel sujet, c'est la même chose. Mais tu vois, ça tient à la personnalité propre aussi. Voyez. Encore qu'en UFO, comme je l'ai dit, c'est un petit peu autre chose. Je pense que les personnes sont ciblées et que, voilà, ça c'était un peu différent. D'où la difficulté d'enquêter. Oui, c'est très compliqué. Hein. Oui, mais ça me fait penser d'un cas que j'avais vu en 2001 avec ma fille sur le bord du feu. Puis la description de l'endroit où est-ce que ça se situait pour elle, ça lui semblait plus loin que moi. Mais moi, au début, je me demandais, c'est comme s'il y a une illusion, là. Tu te demandes si c'est une illusion. Sur le coup, je pensais que c'était une grosse roche. Je me disais, une météorite, ça se peut pas. Pas à la vitesse que ça allait. C'est à peu près 5 km/h. Ça aurait été une météorite, c'est un méchant temps, là. Puis tu vois, dans ma tête, à moi, c'était au-dessus du terrain voisin. Et pour ma fille, c'était comme plusieurs pieds plus loin. Donc, mettons, plusieurs mètres plutôt. Mais non, c'est ce qui m'a fait, qui m'a donné un peu raison là-dedans, c'est quand je l'ai suivi du regard tout le long, pendant qu'elle était rentrée à l'intérieur pour faire t'as peu, va chercher j'avais dit va chercher Georges à l'époque parce que je veux qu'il voit ça autant que nous on le voit, on en est témoin, va le chercher. Le temps qu'elle rentre à l'intérieur, je suis toute seule sur la galerie puis je vois ça passer, mais j'ai vu le trajet qu'il a pris. C'est ce qui m'a confirmé qu'il était vraiment sur le terrain voisin. Mais pour ma fille, c'était beaucoup plus gros et beaucoup plus loin. Donc, voilà. C'est la perception, l'œil nous joue souvent des tours là-dessus. Mais là, je vous demande de ne pas quitter ni l'une ni l'autre parce qu'on va devoir aller à la pause. Restez là, on revient tout de suite après. De retour avec nos... L'Alternative Radio. Hey, as-tu fini de faire des bêtises en matin? Je mets de la musique tantôt qui n'a pas rapport. Je n'allais pas le mettre là. Anyway, on est toujours avec Elisabeth de Queligny. Toujours là, Elisabeth? Oui, toujours présente. Ah, ben, au moins, c'est avec grand plaisir. Au coin du feu. Justement, au coin du feu. J'ai reçu un texto. Message sur Zone Parallèle qui dit que bonjour Carole, t'es chanceuse de voir, je dis ça comme ça parce que lui, ils sont une famille de 15 personnes, mais à toutes les années 25, 26, 27 septembre, ils louent un chalet à Lobinière au chemin du quai. C'est vrai qu'il y a des belles petites maisons là-bas, je sais de quelle qui parle d'ailleurs. Au chemin du quai, nous faisons toujours des feux à l'extérieur jusqu'à minuit, jamais rien vu. Mais c'est vrai. Bonjour en passant, Nelson. C'est vrai que pourtant, c'est un point chaud, Lobinière. Et c'est surtout de l'autre côté du fleuve, souvent, qu'on voit des trucs à partir de là. Mais sinon, c'est dans les terres en arrière. Étant donné que vous êtes situé sur le bord du fleuve, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le bois de l'autre côté parce qu'il y a un cap qui sépare. Il y a une descente. On descend en bordure du fleuve. Donc, mais dans le boisé derrière, il y a eu beaucoup d'observations dans ces coins-là.
Puis Manon, tu as reçu un texto, puis je vais dire en même temps le numéro de téléphone pour le texto pour ceux qui veulent nous joindre, parce que ceux qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire au 581-500-1196 pour envoyer des textos, 581-500-1196, ou vous pouvez commenter sous le poster de l'émission qui est mis sur Zone Parallèle Facebook. On va lire vos questions si vous en avez. Oui, on a reçu un message. Je n'ai pas le nom de la personne, mais c'est ça dit. Vous avez raison. Dans ma famille, je suis une illuminée de croire qu'il existe bien des espèces d'êtres vivants, d'autres espèces d'êtres vivants. Donc, une chance que votre émission existe. Bien, merci bien. Mais merci certain. C'est vrai. C'est vrai qu'il... On est une gang d'illuminés, on doit briller dans le noir. Peut-être nous autres, les boules qui se promènent. Moi, j'ai une question pour Janie. En fait, avant que tu deviennes enquêtrice pour le MUFON, parce que tu es directrice de MUFON Québec, ça t'a pris la relève de Marc Saint-Germain, d'ailleurs. C'est ça. Salut Marc, en passant, si tu écoutes l'émission. Salut, oui. Et même Éric Tessier aussi, qui est un bon ami à moi. Jean-Charles. Oui, Jean-Charles, c'est ça. C'est toute la belle équipe. Belle équipe, oui, du MUFON. Oui, mais avant que tu... dans le fond, dans des cas comme que vous recevez sur MUFON, tu en as posté un que j'ai trouvé vraiment intéressant. Là-dessus, je connais la dame qui a écrit, que tu as filmé d'ailleurs, parce qu'elle m'avait raconté un peu son histoire. C'est à propos des bases, des tunnels. Les gens qui se ramassent sous. Oui. Parle-en un petit peu, parce que je ne sais pas si tout le monde a vu sur ma page de Zone Parallèle. Je ne sais pas si on a vu la vidéo. Oui, mais, elle est disponible sur la chaîne YouTube de MUFON Québec. OK. C'est juste un extrait, puisque je vais en parler au séminaire 2020. Cette dame-là, et elle n'est pas la seule, c'est pour ça que c'est intéressant. Ben, c'est ça. Quand j'ai vu que tu avais quelqu'un d'Europe aussi, que tu avais. J'ai fait, ben voyons, ils voient la même chose, puis ils sont carrément à 6-7 heures d'avion d'ici. Là, c'est complètement de l'autre côté. On peut dire, c'est Linda. Elle s'est retrouvée en souterrain. Disons on lui a dit, vas-y, passe ta main à travers une roche. Et je voyais très bien dans son regard qu'elle l'avait visuellement, la roche. Elle sait comment ça s'est passé. Donc, passe ta main à travers la roche, ce qu'elle a fait, tout étonnée. Et puis, elle a été comme aspirée dans un couloir où elle était en lévitation. Après plusieurs questions, j'ai réussi à savoir qu'elle était en lévitation dans ce couloir et que les parois de ce souterrain étaient comme illuminées, mais sans source réelle de lumière. Puis c'est des choses qu'on retrouve dans plusieurs témoignages, dont dans celui de Jérôme en France. Exact. Dont dans ceux aussi d'Américains célèbres. Absolument. Les Amérindiens en ont parlé, Six Killer, là. Elle avait écrit dans son bouquin les Amérindiens et les stellaires. Il y a eu un cas comme ça qui m'avait frappé, où c'était un petit peu équivalent. Où effectivement, on pouvait passer à travers la roche. Il y avait quelque chose, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, on passe à travers, c'est tout. C'est justement que les gens voient la même chose. Ils voient un tunnel bien éclairé dont ils ne voient pas l'éclairage d'où elle vient. En même temps, c'est comme si les lumières viennent de nulle part. Voilà, c'est ça, c'est classique. Et l'éclairage des vaisseaux, c'est la même chose. Les gens ne peuvent pas décrire la source de lumière ni comment ça se passe. Oui, mais eux, dans le cas de Linda et Jérôme, c'est que tout se passe sous nos pieds. Et oui, c'est ça qui est ahurissant. Et loin d'être dans un vaisseau. Donc, ceux qui pensent avoir été abductés puis qui se disent se sont ramassés dans un vaisseau, jusqu'à où il est vraiment là, le vaisseau, dans certains cas, quand on sait que ça se fait ici même? Là. Dans les enlèvements, il y en a beaucoup qui se font dans les souterrains, oui. Enfin, sous terre. Ouais, il y a des bases. Il y en a qui se font rire d'eux parce qu'ils parlent de ça. Je regarde Raymond Choquette qui parle des bases souterraines, des tunnels et tout. Il a raison, ta barouette, quand tu regardes des histoires de même, là. Tu te souviens de l'histoire de Phil Schneider? Ce monsieur qui s'est battu
dans les souterrains, dans un oui, ça, souterrain. c'est la folie, ça. Oui, c'est le cas. C'est le plus grand cas. Et quand tu écoutes ce monsieur, qui est mort bizarrement d'ailleurs, dans de drôles de circonstances, 6 mois après avoir fait sa révélation, il s'est retrouvé dans une base, il forait. Et il est tombé dans une grande poche, on va dire, un grand vide. Et dans ce vide, il y avait des grands gris. Et il y a une guérilla entre les grands gris et puis une équipe qui est venue à sa rescousse. Et ce monsieur, donc Phil Schneider, vous pouvez chercher sur YouTube, beaucoup le connaissent, il a témoigné, il a été arrêté pour maladie pendant 1 an. Il a les mains brûlées parce qu'en fait, il s'est protégé on va supposer d'un laser. Donc on voit, il a tous les moignons de la main brûlés. Et puis, il a une grande cicatrice sur son torse. Et ça, ce sont les preuves que quelque chose a bien existé. Et puis, ce célèbre... Oui, les photos, j'ai vu des photos, c'est impressionnant. Ouais, il faut l'écouter parce que on voit bien que c'est pas une personne uluberlue, là, non. Je me souviens pas avoir vu ça, moi, ce truc-là. Phil Schneider. Phil Schneider. Est-ce que tu vois ça, toi, maintenant? C'est un cas extrêmement intéressant et documenté, ce qui n'est pas toujours le cas. Le nom, pour l'instant, me dit rien, mais moi, je suis visuelle. Hein, puis je retiens pas les noms. J'ai toujours eu de la misère avec ça. C'est pareil pour les vidéos, il faut que je note. Mais probablement que j'ai vu, parce que ça me dit quelque chose. Allez voir ça. Et c'était la base, justement, de ma réflexion par rapport à Linda ou Jérôme ou une autre personne aussi qui dit qu'il a été... enlevé, on peut dire enlevé. Amené, gentiment amené par un train haute vitesse. Ah oui! Voilà. Oui. Par un train haute vitesse alors qu'il a 7-8 ans. Tout jeune, à l'âge élémentaire, justement, de l'école primaire. Souterrain, ouais. C'est bizarre, ouais. Puis c'est comme une sortie supposée organisée par l'école, dont certains enfants sont invités à participer à cette journée-là, mais qu'à la fin de compte, il n'y a rien eu de tout ça, là. Si on en parle, on peut en parler vite fait ou... C'est un cas intéressant, ça. Lui, c'est Alain Desroches qui avait enquêté sur cette personne. Et ça fait partie, c'est une petite partie de son histoire ufologique. Chacun a son histoire ufologique. Et donc, lui, il a 7 ans environ et il est à l'école. Et là, il a la visite de 2 personnes qui pensent être le directeur et une femme. Mais il les connaît pas. Et on lui dit, tu vas, viens samedi, il y a une sortie scolaire. Et on va aller se promener, je sais plus, on va aller... C'est ça, c'était un samedi, okay, c'était pas durant la semaine. Donc il se présente, il est tout seul, il se présente devant l'école, mais bon, ce monsieur n'a pas fait d'hypnose, donc c'est des souvenirs conscients qui lui sont revenus petit à petit. Et puis là, il se retrouve, dans sa mémoire, transporté dans un train, haute vitesse. Pour lui, il est passé au souterrain. Il est passé au sud d'Ottawa. Et on l'a emmené jusqu'aux États-Unis. Et il dit que il n'était pas seul dans ce train. Il voit, vous savez, un peu comme dans les rêves, là, quand on essaye de replacer les choses, il voit d'autres personnes. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé. Il n'en sait pas trop plus. Il revient. Et lorsqu'il revient chez lui, on lui demande comment s'est passée ta journée. C'était le fun. Je me suis bien amusée avec des amis. Une mémoire implantée. On lui a mis une mémoire implantée. C'est fou, ça, c'est des programmes, oui, je sais, ça a l'air complètement fou. Puis, non, mais fou dans le sens exceptionnel. Fou dans le sens que je rapporte des choses comme ça. Mais allez voir sur la vidéo YouTube, vous allez comprendre que non, ces gens, ils sont comme vous et moi. Et puis, c'est pas des rêves, c'est des choses qu'ils ont vécues. On le sait, on le sent. Et puis, un rêve qu'on a eu à 7 ans, on s'en souvient pas autant rendu la cinquantaine. C'est impossible d'avoir tous ces détails.
quand les rêves sont marqués comme ça, après tant d'années, là, c'est parce que, justement, c'est pas des rêves, là. C'est parce que moi, j'en ai fait des rêves, mais des fois, je me réveille le matin, je me rappelle même plus. Ou, je vais me réveiller, puis après un certain temps, je vais me rappeler un peu le rêve, puis, plus rien. Mais quand je me réveille le matin, puis que je peux tout décrire de A à Z, tout ce qui s'est passé, tout dans les moindres détails, là, je me dis non, c'est pas un rêve. J'ai vraiment assisté à certaines choses. Si tu t'en souviens 20 ans, 30 ans après, exactement de la même façon. Mm-hmm. Et j'avais fait un parallèle donc avec ce monsieur, avec Corey Goode, parce que Corey Goode raconte exactement la même chose qu'il est arrivé à ce témoin. Exactement la même chose. Ça aussi, c'est intéressant, ça. Oui, ils sont-ils du même âge? Étais-tu dans le même train, peut-être? Non, non, ça aurait pu. Là, non, mais Corey Goode explique comment est-ce que les souterrains qui sont reliés entre eux, on sait que ça existe. Hein. Ouais, c'est drôle parce que l'humain a du mal déjà à imaginer ce qui se passe au-dessus de lui, mais il a encore plus de mal à s'imaginer ce qu'il a sous ses pieds. Alors qu'on sait que dans une grande ville, le sous-sol, il est truffé. C'est un véritable gruyère à plusieurs niveaux. On a vu un reportage récemment où c'est à Londres, ils injectent sans cesse, en dessous les bâtiments londoniens, ils injectent sans cesse du béton ou autre chose pour maintenir à niveau les immeubles. Parce que tellement le sous-sol est truffé de tunnels que s'il ne faisait pas ça, la ville s'écroulerait. Moi, j'ai habité à Montmartre longtemps. Montmartre, la colline de Montmartre où se trouve le Sacré-Cœur, c'est le cas, son ancienne carrière. Il y a des choses qui ont été remblayées et puis le sol bouge parce que la colline a été creusée. Et je sais qu'il y a des immeubles qui sont sous surveillance permanente et où on fait des travaux en dessous parce qu'il y a un risque. Hein. Et Paris, c'est la même chose que Londres, c'est-à-dire que c'est un gruyère complet. Entre les catacombes, les anciennes carrières, par exemple, il y en a aussi, c'est le parc de je sais plus quoi, là, dans le 19e. C'est la même chose, hein, ce sont des trucs qui ont été comblés, mais ça bouge. Et puis, il y a le métro, il y a tout le reste. Donc, toutes les villes, il y a une vie intense, il y a des choses incroyables sous chaque ville. Édimbourg, là, en Écosse, pareil. Il y en a partout. Alors, les choses plus ou moins anciennes sont des strates de temps, mais si on savait ce qu'il y a en dessous de nos pieds, on n'en reviendrait pas. Non, on n'en reviendrait pas, c'est certain. Comme à Ottawa, par exemple, il y a un... Alors, je ne peux pas vous dire l'époque, parce que je ne connais pas trop. Enfin, je connais un peu l'histoire du Canada, mais pas plus que ça. Mais à Ottawa, entre le Parlement et, je ne sais plus, un autre établissement, il avait été fait, on va dire, un métro qui pouvait contenir que quelques personnes pour que le Premier ministre puisse s'y rendre. Oh là. Mais personne ne sait ça. Donc si à l'époque, si au début du siècle dernier ou après-guerre, je sais pas, on a déjà pensé à faire des souterrains privés pour qu'une personnalité se transporte d'un point A à un point B sans encombre, on imagine tout ce qui peut être fait au jour d'aujourd'hui. Exactement. Puis tu me fais penser, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, il y a eu un gros tremblement de terre ressenti à Montréal. Ça va faire 2 ans, je pense que c'est tout près. Mais au même moment où il y a eu le tremblement de terre à Montréal, chez moi, que j'habite environ 2 heures de là, 2 heures, 2 heures et demie, au même moment, j'ai entendu, j'étais au lit, là, tu sais, quand t'es couché, puis c'est le calme plat, j'ai entendu des bruits sourds au sous-sol, sous mes pieds, pas dans mon sous-sol, mais sous mes pieds, comme si un moteur, c'était un moteur qui travaillait, qui forçait. C'est ce que j'ai entendu, puis j'en ai fait la remarque à mon conjoint, je dis, crime, c'est pas un tremblement de terre, on entend comme s'il y avait une machine qui creuse.
tu sais, une affaire qui fait des trous, là, dans le... perforeuse, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Une chance que je fais des simagrées avec mes mains. Vous autres, vous ne voyez pas. Nous, on comprend, oui. C'est ça. Vous êtes Comme capable de me comprendre avec mes simagrées. Très gesticulaire. Moi, je gesticule, ça n'a pas de bon sens. Tu vois, ça donne bien, tu m'aides à me trouver mes mots. Ça perfore. C'est comme si ça perforait. Et ce son-là, je l'entendais, ça vibrait dans mon lit. Je l'ai senti parce que t'es couché, t'es relax, il n'y a aucun son extérieur. Puis en plus, t'es branché au sol parce que ta maison est dans le sous-sol. T'as le sous-sol qui fait monter le son. Puis, tu sais, c'est logique, là, qu'est-ce que je dis, là. Et en plus, t'es sur un lit dont les pattes sont au sol, qui fait envoyer la vibration. J'ai tout senti, mais entendu le bruit du moteur comme son perforait. Puis j'entends... Le lendemain, je vois que mon ami Daniel Beauchamp qui inscrit sur son Facebook, avez-vous ressenti le tremblement de terre cette nuit? Il était telle heure. Ben, tabarouette, dans la même heure, j'entends, moi, ça, cette affaire-là. Puis c'était pas un tremblement de terre, c'est vraiment un bruit comme si on creusait sous nos pieds. C'est ce que j'ai eu comme feeling. Mais sauf que ça l'a quand même un peu vibré, là. C'est fou, hein? Mais là, on parle des tunnels, etc. On sait qu'il y en a partout si on regarde juste le Mont-Radar. Il y a combien d'étages que ça se promène en dessous de la montagne, etc. C'est surprenant. Je suis allée. Hier, j'ai tombé sur les Tesla, pas X-Files, mais les files de Nikola Tesla. Mm-hmm. Et il en parle justement dans le dernier vidéo, en dessous de l'hôtel Le Grand New Yorker. Mm-hmm. Tesla était là au moment de son décès. Et justement, quand ils descendent, parce qu'ils descendent, ils montrent là à caméra, ils descendent dans les souterrains et effectivement, il y a des tunnels qui le monde ne connaisse pas, ne savait même pas. Et par ces tunnels-là, ils peuvent communiquer d'une bâtisse à l'autre. Donc, ils peuvent se promener d'une bâtisse à l'autre, ce qui est fascinant. Ouais. On apprend beaucoup. Montréal, c'est un bon exemple, hein, connu mondialement pour ses galeries souterraines. Mm-hmm. Et en dessous des galeries, il y a d'autres galeries. Effectivement. Et il y a aussi l'aéroport de Montréal, quand même. Ça fait grand bruit, cette histoire. Mirabel. Oui. Il y a Mirabel et l'aéroport de Montréal, parce que on nous a dit il y a 2-3 ans que sous l'aéroport de Montréal, il y avait une gare qui était prête à être mise en fonction. Mais on l'a dit officiellement, vous pouvez faire la recherche. Une gare. Il y a une gare en dessous, l'aéroport de Montréal. Ah, OK. Oui. J'ai un ami qui travaille justement pour... Et d'ailleurs, j'y suis allée récemment, il y a 8 jours, et il y a en effet des escaliers qui descendent et on ne peut pas y accéder. Donc il y a une gare en dessous de l'aéroport de Montréal qui attend le bon vouloir de je sais pas... Qui est le décideur, pour qu'on le mette en fonction, et ce qui permettrait quand même de libérer beaucoup de place en surface, et puis qui permettrait aux gens d'aller rapidement de l'aéroport au centre-ville de Montréal, mais c'est pas fait. Mais la guerre existe. Donc, est-ce qu'elle sert à autre chose? Allez, conspirationnisme aujourd'hui. Est-ce qu'elle sert à autre chose? Non, mais les escaliers descendent. Ils mènent à quelque part. Ils n'ont pas été mis là pour rien, là. À moins de... Ça, c'était pour le sujet des souterrains, mais c'est un monde passionnant aussi. Ben oui. C'est sûr. Mais j'ai un ami qui travaille... Oui, vas-y, continue. J'ai un ami qui travaille dans le domaine de l'aviation, justement, et lui m'a confirmé qu'il y avait vraiment des tunnels sous Mirabel à l'époque. Oui, c'est ça. Puis qu'il y a des camions qui passent là-dedans, là. Des camions. C'est pas un petit... mais lui me confirme qu'il y a vraiment ça, là. Fait que oui, Elisabeth, vas-y. Oui, je disais que dans le monde entier, hein, depuis la nuit des temps, il y a des tunnels qui sont creusés sous la terre par des moyens que l'on ignore, par exemple sous le site de Gizeh en Égypte, donc le site où il y a les pyramides. Il semblerait, et c'est pas il semblerait, ça existe, il y a des tunnels qui sont aussi larges que possible et où des camions pourraient passer. Qui a creusé ça? On n'en sait rien. Là, je lisais une nouvelle tout à l'heure, ils ont retrouvé en Turquie, où on sait qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et probablement antédiluviennes, un tunnel
dont on estime la datation à 12 300 ans. C'est vieux, ça, là. Ça date pas d'hier, quand même. Ils ont creusé ça comment? Quels étaient les moyens? Bon, c'est quand même une grosse surprise. Ben oui, avec une petite cuillère à plastique ou, tu sais, comment, quand tu dans le temps? Voyons, comment est-ce qu'ils ont pu creuser ça il y a 12 000 ans? Et ça se trouve dans la presse. Si on cherche, on trouve. C'est pas des trucs... et on en retrouve de plus en plus, des choses qui ne devraient pas exister, normalement. C'est donc bien... Qui vont au-delà de pas de notre imagination, nous. Tu sais, on cherche pas, on trouve pas. Non, on peut pas s'imaginer non plus à quel point c'est tellement plus fréquent qu'on pense. Tu sais, tantôt, Manon, on fait l'exemple du Mont-Radar, effectivement. On a vu, il y a des tunnels. On est allé dans des tunnels, on a trouvé des tunnels. Mais j'ai deux de mes amis qui étaient ensemble, ils ont été dans un endroit, dans ce coin-là. Je sais pas si je peux le dire en ondes. C'est ça le problème. Vas-tu me ramasser avec des problèmes si j'en parle? Je le sais pas. J'ose-tu? Sans nommer les personnes. Non, mais j'ai... ce qu'on t'a raconté. Non, c'est parce que ce qu'ils ont vu, eux, c'est qu'ils se sont ramassés dans un tunnel où il y avait des équipements d'armée. Aucune poussière dessus, là. Pas de poussière. Il y avait même une génératrice. Et là, on parle d'un 5e étage souterrain qui relie à un 5e étage, mais ils se sont rendus jusque-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce trou-là, je peux pas dire l'emplacement. Je sais il est où, mais je ne peux pas le dire parce que là, je vais me faire taper ses doigts. Aujourd'hui, cet emplacement-là a été bouché et camouflé d'une façon assez... en tout cas, je peux pas en dire plus. Ben, c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais par contre, eux se sont ramassés jusqu'au 5e tunnel et ils ont entendu des mouvements. C'est supposé être fini, ça. Il n'y a plus, là. La guerre froide est finie, puis est supposément vidée, qu'il n'y a plus rien qui se passe là-dedans. Non, mais pourquoi que... Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, puis qu'il y a encore des hélicoptères, puis que l'armée est là à toutes les années. Puis pourquoi que la NORAD est encore là aujourd'hui? Oui, ça, c'est pas très normal. Non, je confirme. C'est ça. Puis c'est sur les lignes parce que, dans le fond, la montagne où est-ce qu'elle se situe, c'est dans un lieu qui est entre Lotbinière et la Beauce. Mais elle fait partie de Lotbinière où ce qu'il est. Mais le reste, ça se trouve être en Beauce qui, en fin de compte, il y a plein de tunnels qui sont reliés à ça et tu as des accès un peu partout pour te rendre dans ces affaires-là, mais ce ne sont pas tous ouverts et facile d'approche. Mais par contre, mes amis qui ont été jusqu'au 5e sous-sol, quand ils ont entendu le mouvement, ils sont partis à la course au bout d'un tunnel. Ils ont vu une porte, ils ont dit, on prend la porte, puis on va y aller. Ils ont ouvert la porte. Tout ce qu'ils ont vu, c'est, on est dehors. C'est le bois qui est là. Et ils ont vu l'hélicoptère militaire. Ils ont refermé la porte pour ne pas se faire pogner, pas se faire voir. Puis ils ont attendu que l'hélicoptère s'en aille. Une fois parti, ils ont franchi de l'autre côté. La porte s'est refermée derrière eux. Quand ils se sont virés de bord, tout ce qu'ils ont vu, c'est une grosse roche avec des arbres tout le tour, plus rien, pas de porte. Ils ont essayé de trouver la poignée pour rentrer, puis jamais, ils n'ont jamais revu de porte là. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon témoin... Oui, exact. C'est pour ça que je voulais le dire. Qui aurait, à l'école, été transporté dans un train haute vitesse, c'est pas impossible. Ben non, c'est pas impossible. Puis s'il n'y a plus rien là, pourquoi avoir encore du mouvement? Pourquoi avoir encore des preuves, des morceaux de, tu sais, une génératrice, pas de poussière, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Des casques. Tu sais, je sais qu'ils vont à chaque année pour faire des exercices. Jusqu'à où ce sont des exercices? Ça, je le sais pas. Mais là, je vais me faire... me faire suivre mes chants de la radio. Je trouve c'est bien d'arrêter de parler. J'en rajouterai pas plus que ça. Non. C'est une bonne idée de se taire. Pour la faire taire, parce que les filles, c'est bavard. Hein, pour la faire taire, pour la faire taire, ça rejoint aussi dans ton livre, Elisabeth, l'histoire de Robert L. Parce que lui, ça se passe pas dans un vaisseau, ça se passe sous terre. Il a été dans les bases au Ladakh, c'est connu. Moi, j'ai enquêté, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait là-bas. Il y a une zone d'ailleurs qui est complètement
gardé, si je puis dire, par l'armée. Et il y a des militaires qui ont témoigné, des gens du gouvernement qui ont témoigné de temps à autre. Mais il y a quelque chose là-bas. Et bon, moi j'ai rencontré Robert il y a une quinzaine de jours. Il m'a emmené à la ferme de la Fouillade en Aveyron, là où il a décollé avec le vaisseau qui l'a emmené au Ladakh. Cet homme-là, je doute pas 30 secondes de son histoire. C'est pas un fantaisiste, c'est pas quelqu'un qui essaye de bluffer son monde ni rien du tout. Il est extrêmement précis quand il donne des explications, et il a vécu quelque chose d'absolument incroyable dans une base souterraine, sur plusieurs étages. C'est vraiment dans le flanc de la montagne. On rentre par le flanc de la montagne, et à l'intérieur de cette montagne, c'est une base extrêmement organisée, avec des êtres parfaitement humains d'ailleurs, mais qui sont pas d'ici. Bon, ils ont quelques petites différences physiques, mais ils sont un petit peu plus grands que nous quand même aussi. Et ils sont très organisés militairement d'ailleurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Enfin bon, c'est assez époustouflant ce qu'il décrit. Et j'avoue que j'ai été extrêmement troublée par ce cas-là, et très heureuse de rencontrer cet homme-là, qui est en plus un brave homme, une belle personne dont la vie a été transformée. Voilà. Et ça a été enquêté par Georges Metz, qui est quand même tout à fait, Georges enquêteur. Metz, que je salue s'il nous écoute, avec lequel j'ai eu quelques discussions, qui est quelqu'un qui a fait son travail avec beaucoup d'applications pour essayer de trouver des preuves. Il y a effectivement des choses qui concordent un petit peu dans l'enquête qu'il a faite, et même beaucoup, pour certains points. Et c'est très troublant ce cas-là, c'est très troublant. Et j'ai été ravie de pouvoir échanger avec Robert, ça c'est clair. Voilà. Et il n'a pas rêvé, il a vraiment vécu quelque chose. Les filles, on va devoir retourner à la pause, mais je vais avoir une question aussi pour toi, Elisabeth, tout de suite au retour. S'il y a d'autres textos, les gens qui veulent nous texter, poser des questions, 581-500-1196, gênez-vous pas. Et sur la pause, sur le post de Zone Parallèle aussi, en commentaire sous le poster de nos invités d'aujourd'hui, si vous avez des questions, lâchez-vous lousse, on va vous lire en ondes. Parfait, fait qu'on vous revient tout de suite après. De retour en studio avec Elisabeth de Caligny, Jeannie Chariveau, Manon Derry et moi-même, Carole Lauzé, pour un beau petit party de filles d'ufologie. Je trouve ça tellement le fun de parler de ça, puis on voit on a des idées assez intéressantes et on creuse. Oui, c'est ça, on creuse. C'est vraiment les ça. Femmes au sens du détail. On a un petit côté... faut qu'on creuse et qu'on sache comment ça marche et oui, pourquoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être notre côté maternel, je sais pas. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'on est extrêmement précise. Quand on a une idée, on lâche pas l'affaire. Ouais. Dans tous les sens. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Elisabeth, j'ai une question pour toi, comme je t'ai mentionné tantôt. La première observation à vie que tu as fait, moi, ça m'a surpris quand j'ai entendu ça sur une vidéo parce que j'ai fait la même observation. Manon était presque témoin parce qu'elle était avec moi, mais elle n'a pas eu le temps de le voir. Parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, as-tu vu ça? Elle a dit non. Elle ne regardait pas à la bonne place, là. À la même place que moi. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre dire la même chose, mot pour mot, de ce qu'on a vu. C'est ton espèce d'étoile en haut, là. Je vais te laisser le raconter, OK? Parce que moi, je l'ai vu. J'en ai déjà parlé une fois, mais d'avoir que quelqu'un d'autre, à qui ça arrive, je vais te laisser le dire. Eh bien, j'avais 9 ans. Donc, je suis née en 55. Ça se passait en 1964. Et je me trouvais dans une région de France qui s'appelle la Haute-Saône. Et j'étais à côté de Vesoul, dans un petit village. Et mon grand-père avait vidé le grenier de la maison d'une tante dont il avait hérité. Et il volait les vieilles cochonneries dans le jardin. Bon, c'était à Pâques. La nuit tombe assez tôt encore. Et on avait fait un grand feu dans le jardin. Et puis mon grand-père m'a toujours incité à regarder le ciel et m'apprenait les constellations et tout ça. Donc il y avait un très beau ciel étoilé ce soir-là. Et il me montrait les constellations. Et puis d'un seul coup, on voit arriver une étoile, mais
c'était comme une étoile qui se déplaçait, quoi. C'était énorme et ça grossissait de plus en plus. Et ça s'est mis à notre verticale et d'un seul coup, en arrivant presque jusqu'à nous, il y a eu comme une sorte de faisceau de lumière qui est descendu, mais très rapidement, tronqué, ça n'a pas du tout touché le sol, ça a fait et ça remontait, et plus rien. Et on a vu ensuite cette étoile se déplacer encore un petit peu, diminuer d'intensité, puis plouf, plus rien. Je regarde mon grand-père et je lui dis si c'est grand-père, et grand-père me regarde. Bon, il faut savoir que mon grand-père était un ingénieur, il sortait d'une grande école d'ingénieurs, c'était pas du tout un rêveur. Et là j'ai vu qu'il était parfaitement troublé par ma question, il savait pas quoi répondre à vrai dire, et il m'a répondu la chose la plus surprenante qui soit. Il m'a dit oh bah écoute, tu sais on est en pleine guerre froide ma chérie, ça doit être un avion espion russe, on faisait du feu, il a voulu voir ce que c'était. Et je me suis dit intérieurement mais il me prend pour une andouille, mais comme je le respectais beaucoup, j'ai rien dit. Et ça s'est terminé comme ça. Mais ce qui est quand même assez intéressant quand même dans cette histoire, c'est que après, jamais j'ai eu l'idée de lui en reparler. Je lui ai jamais plus reposé la question, il m'en a jamais reparlé non plus. Et ma sœur était là. J'en ai reparlé à ma sœur il y a quelques années. Je lui ai dit, mais tu te souviens de cette histoire-là? Eh ben, elle ne se souvenait pas. C'était quelque chose qui n'était pas dans sa mémoire du tout. Et j'en ai jamais parlé avec ma sœur, qui pourtant était là. Donc c'est vrai que c'était étonnant, cette histoire de tronçon de lumière qui est sorti très rapidement et qui est reparti tous aussi rapidement, qui était très lumineux, qui ne touchait pas le sol. Enfin, je n'en reviens pas. Voilà. Et c'est resté intact dans ma tête. Bon, je vais avoir 65 ans. J'ai encore cette vision, ce truc dans la tête. Je l'ai vu, oui. Mais justement, parce que je sais, quand tu as dit ça, j'ai fait merde, c'est la même chose. Moi, j'ai une application pour la carte des étoiles et au moment où j'ai vu ça, j'avais pas cette application-là, là, mais quelques années après, 2 années après environ, j'ai regardé puis ça me donne à peu près comme si ce serait Sirius. Est-ce que Sirius était à le même endroit à ce moment-là? Moi, ça m'a donné vraiment cette impression-là. On allait se baigner. On s'était fait un feu, il faisait quand même assez chaud, c'était au mois d'août. C'est dans la période des Perséides ou tout près des Perséides. Puis j'ai vu l'étoile faire un rayon vers le sol puis remonter. Je suis pareil comme toi. Et toujours une histoire de feu, c'est plutôt rigolo. Ben, puis tu vois, tu m'as raconté l'autre fois quand on a jasé ensemble, tu m'as dit que quelqu'un d'autre avait fait une recherche là-dessus. Puis j'ai dit, oh crime, il a fait une recherche, je me souviens pas le nom de la personne que tu m'avais nommée. Un ufologue a fait une recherche puis qui disait que c'est possiblement un vaisseau que tu avais vu. Ah mais ça c'est possiblement un vaisseau, oui, mais on n'en a pas la certitude. Bon, enfin c'est vrai que c'est pas un phénomène naturel, ça ne peut pas être un phénomène naturel. Non, oh non. Et c'est ce qui m'a permis à partir de là de me dire, j'ai toujours regardé le ciel, j'ai toujours regardé de toute façon parce que je trouve ça merveilleux, mais je l'ai pu regarder de la même façon après. Non, c'est pareil pour moi, t'as raison. Voilà. Parce que j'en ai vu des trucs depuis. Hein. C'est comme si ça aurait été une grosse lampe de poche âgée comme un crayon laser. C'est plus puissant que ça. C'est ça. Un phare. Enfin, c'est ça. C'était extrêmement lumineux. Hein. C'est ça. Comme un pointeur laser extrêmement puissant qui part de là, qui s'en vient vers nous, puis qui ça repart. Et ce qui m'avait surpris, c'est fou, là. C'est que ça n'arrivait pas jusqu'au sol. Et ça m'avait interloqué. Et j'étais pourtant une petite gamine. J'avais bien vu que c'était pas normal, quoi. Pareil pour moi, ça n'a pas été au sol. Je peux même pas savoir la longueur comme ça a été, mais... Surtout que c'est rapide en plus. Hein. Ça sort et hop, ça repart aussitôt. C'est fou. C'est ça. C'est pas d'avoir un appareil photo à ce moment-là, là. Hein? Non, puis c'est parce que... Le réflexe, de toute façon. Ah, ben c'est ça. Attend pas, donc... Non. Les gens veulent avoir des preuves, là, quand même. Il faut toujours bien être logique aussi, à un moment donné. On peut pas toujours en avoir dans des conditions comme ça. Puis même quand il y a un truc qu'on a devant le nez, parce que moi ça m'est arrivé de voir des trucs, parce que dans ma campagne, il y a ce qu'il faut. Hein. Puis il n'y a pas que moi qu'on ait vu dans le coin, parce que il y en a d'autres qui ont vu, notamment des sphères oranges, il y en a pas mal dans mon coin. Mais même quand j'ai eu un appareil photo à la main, il n'y a qu'une fois où j'ai réussi à filmer, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, j'avais mis sur Facebook d'ailleurs, ça passait devant la planète Mars, c'était une sphère blanche, et on le voit très clairement, et là j'ai eu le réflexe de filmer. Mais en règle générale, j'ai l'appareil à la main, j'ai la bouche ouverte, et il ne se passe rien. Je regarde le truc, et je suis en état de sidération, donc je bouge pas.
Voilà. J'ai même pas le réflexe d'appuyer sur quoi que ce soit. J'ai une question bizarre pour vous autres, les filles. D'après vous autres, là, les étoiles qu'on voit en haut, là, pensez-vous que c'est toutes juste des étoiles fixes? Moi, non. Ceux qui sont Moi, fixes. je pense que ce ne sont pas des étoiles fixes. Et j'avais entendu parler de ça quelques années avec un ufologue français. On en avait parlé et il pensait que les gens, parce qu'ils avaient un discours un peu particulier, il pensait que les gens étaient peut-être un peu allumés. Mais enfin, il a quand même été voir. Et ce qu'il a vu, en prenant, je sais plus quoi, une longue vue ou des jumelles, c'était pas une étoile. Hein. Voilà. Ouais, il y a des. Et ce truc-là ne bougeait pas, et ça remonte à il y a quelques années. Hein. Et c'était là, à la même place, à la même heure, tous les jours. Oui, c'est ça. Justement, c'est comme. Je sais qu'il y a des satellites géostationnaires. Ça bouge pas. Oui, mais enfin, bon. Est-ce que c'est vraiment comme les géostationnaires où il y a vraiment des vaisseaux qui seraient à ces endroits-là tous les soirs? Puis qui, je trouve qu'ils se déplacent pas aussi vite comme par hasard, comme les autres étoiles, parce que je fais souvent je suis astronome amateur, on en fait des captures, puis on suit ça, ces affaires-là. Je vois comme Arcturus qui descend, Jupiter, Mars, peu importe. Tu vois les planètes se déplacer, mais ceux-là, on dirait qu'ils se déplacent moins vite que le reste. J'ai l'impression que des fois, c'est pas nécessairement... en tout cas... Ça m'est pas arrivé souvent, autant le dire, mais je me suis fait déjà cette réflexion en me disant, tiens, c'est marrant, tout bouge sauf ça. Ben, ou presque. Ça m'est arrivé récemment parce que j'ai vu quelque chose de très particulier par la fenêtre de ma salle de bain, là, il y a peut-être 1 ou 2 mois, et je voyais tout le ciel qui tournait, parce que je sortais, j'observais toutes les 10 minutes pendant 2 heures, et le machin, ça bougeait pas. C'était comme si c'était un axe autour duquel le reste tournait, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, parce que c'était pas très haut dans le ciel, faut quand même le dire, c'était, je sais pas, à 45 degrés, un truc comme ça, et ça, c'était très lumineux, c'était comme une grosse étoile finalement, mais ça bougeait pas. Et je me disais, mais ça devrait disparaître, bah non. Puis en plus, j'avais les points de repère avec les arbres, donc je voyais bien ce qui bougeait ou ce qui bougeait pas. Et voilà, on a un indice sur Terre qui nous permet de... Puis je regarde aussi comme dans le coin de la ceinture d'Orion, exactement, il y a un trio d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles en formation triangulaire, hein? Et c'est vraiment un triangle parfait en même temps. Puis ça fait plusieurs années que mon conjoint voit ça. C'est un point rouge en plein centre de ces 3 étoiles-là. Tout le temps. Et j'en ai été témoin. Mais pourquoi un point rouge? C'est même pas comme... c'est pas très fréquent dans le ciel, les points rouges. On a plutôt en noir et blanc. Hein? Ben, c'est ça. C'est rarement la couleur. C'est ça, puis surtout un point rouge. Tu sais, ça aurait été comme à moi que... C'est un flash, tu sais, c'est le rouge qu'on voit sur les horloges. Là. C'est un rouge pétant comme ça. Là. Tu te dis, voyons, ça fait bizarre un peu. Par contre, ce que j'ai observé, puisque tu parles de flash, à plusieurs reprises dans le W de Cassiopée, et à diverses reprises, hein, vraiment, j'ai observé des flashs extrêmement lumineux. On en a vu, nous autres aussi. Alors, on peut penser que c'est un satellite qui se retourne et ça fait un coup d'éclair, un machin comme ça, mais c'est toujours à peu près au même endroit. C'est ça qui est assez sidérant. Et en plein ça. Donc, bon. Vers le nord, dans toutes les... Voilà. Nord, sud, est, ouest, c'est pas compliqué. On en voit, ben surtout, ceux qu'on voit, nous, c'est à l'ouest, à l'est et au nord. Au sud, j'en ai pas vraiment vu des flashs comme ça, là. Mais ces 3 points cardinaux-là, presque au même endroit, tout le temps. Il y était un temps où je sortais sur ma galerie en avant, puis tout ce que je voyais, c'est pouf, je viens de me faire prendre en photo. Tout le temps dans le coin de la queue de la Grande Ourse. La Grande Ourse, oui. Dans ce coin-là, il y a tout le temps un flash qui allume, tout le temps, là. Puis je sais pas, c'est un géostationnaire qui vient de faire un U-turn sur lui-même. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est qui. De toute façon, entre ce qu'on peut découvrir et vérifier, parce que bon, il y a quand même des points de vérification pour ceux qui s'intéressent aux satellites. Il y a énormément de sites. Hein. C'est pour ça que quand je vois quelque chose d'anormal qui se déplace, genre ce que je crois être l'ISS, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de voir depuis un moment ce que je pense être l'ISS. L'ISS, c'est très reconnaissable. Et il se trouve que à chaque fois que je vérifie le passage de l'ISS, c'est pas du tout là. L'ISS se trouve à des milliers de kilomètres de moi, c'est pas du tout ça. Bon. Mais non, l'ISS se promène, ça bouge. Et qu'est-ce que c'est que ce bazar qui ressemble, qui pas. Alors, je pense il y a beaucoup de choses dans le ciel qui relèvent du secret. Hein.
qui se baladent et on n'est pas au courant. Et ça, c'est pas forcément des vaisseaux. Ça peut être tout à fait technologie humaine, mais top secret, sans parler de complot, bidule comme ça. Les Américains, on sait très bien qu'ils ont décidé de faire un bouclier défensif dans l'espace, bidule machin. Il y a certainement pas que. Donc, il y a des bazars qui se baladent et qui n'ont rien à voir avec le phénomène ovni. Oui, moi, j'irais plus dans ce sens-là, en effet, oui. Parce que le phénomène ovni, c'est quelque chose, mais eux, ils sont capables de se cacher à notre vue, mais tout ce qui est guerre des étoiles, etc., avec les vaisseaux... Ça part vraiment, mais je pense qu'on n'y connaît rien. Ce sont des programmes qui sont évidemment confidentiels, donc voilà, mais les bazars qu'on voit, là, ce qui ressemble à l'ISS, à mon avis, c'est de cette eau-là, c'est pas un vaisseau, je pense pas. J'ai pas l'intuition que ce soit un vaisseau. Non, mais de toute façon, la station spatiale se déplace à 7,68 km/s. Elle n'est pas stagnante, là. Elle bouge. Elle est très reconnaissable. Ben oui. Oui, mais je vois le même truc, mais c'est pas la station spatiale. Je sais qu'il y a d'autres stations chinoises aussi qui se promènent. Je regarde, parce que j'ai un site où il y a toutes les stations qui se baladent, tous les bazars. Ouais. Donc, moi, je suis une maniaque de la vérification. Donc, je regarde à tous les coups, puis il n'y a rien qui correspond, donc ça m'énerve. Je n'arrive pas à trouver mon truc. Voilà. Mais si ça se reproduit toujours à la même place, comme tantôt, tu disais dans le W de Cassiopée. Ben oui. C'est ça. Ça fait des années que je vois dans Cassiopée. Et ce sont des éclairs qui sont assez marrants, parce que les flashs sont des fois mauves, ou des fois blanc-bleu. Blanc-bleu. Je confirme ce que tu dis, parce qu'on l'a vu cet été, Manon et moi, durant une soirée d'observation, parce que Manon, on fait partie de Zone Parallèle comme enquêtrice aussi, puis on fait des soirées d'observation. Et c'est ce qu'on a remarqué aussi pour Cassiopée, autant que vers la pointe du pôle Nord, là, la Grande Ourse, ou dans le coin de la ceinture d'Orion aussi. Il y a des flashs étranges qui se produisent dans ce coin-là. Bon, on va nous dire que c'est un géostationnaire qui est là. C'est sûr qu'on va nous dire ça. Mais c'est parce que... ou une espèce de drone. Sont-tu fatigués avec ça? Je la trouve drôle. Une lanterne taille. L'une de l'autre, et on voit la même chose. Ah ben ça doit être ça. Tu viens de dire la réponse, Janie. Une lanterne taille lancée dans l'univers par je sais pas qui. Une bonne lanterne taille, mais ça, il y en a de haute altitude probablement maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Quand quelqu'un m'envoie une vidéo avec une lanterne taille, pour moi, je sais que c'est ça. C'est évident que c'est ça. Puis qu'on m'ostine, non, c'est pas ça, c'est vraiment une ovni. Lâchez-moi les baskets avec ça. Là, des fois, puis là, je lui dis, bon, ça y est, on passe pour des sceptiques parce qu'on dit, non, je veux juste débunker ta vidéo. Je te confirme que c'est une lanterne taille. Quand vous voyez une lumière qui scintille, puis qui vraiment scintille, mais drôlement, comme une flamme le fait. Oui, c'est une flamme, oui. C'est ça. Regardez votre chandelle qui scintille. C'est la même chose. Quand vous voyez cet engin-là qui semble très, très gros, en fait, ça a à peu près même pas 1 mètre de haut pour la plupart, puis non, c'est une bougie qui est dedans ou une chose à gaz là, que on l'a testé en plus cet été. On en a envoyé 2 des lanternes dans ce genre-là. Fait que on sait reconnaître des lanternes, fait que c'est ça. Moi, j'en ai vu à plusieurs reprises des lancers de lanternes taille, notamment dans le parc de Saint-Cloud, le parc de Versailles. C'est très reconnaissable. On peut pas confondre avec autre chose. Hein. Mais c'est ça. On sait reconnaître les différences entre ça ou un satellite ou peu importe. On étudie le phénomène. On a remarqué certaines affaires parce qu'on l'étudie et on les suit. Moi, à chaque fois que la station spatiale passe, là, j'ai une application sur mon téléphone qui me dit bip, 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 ça sonne, go. Elle passe dans 5 minutes, watch ça. Je l'ai filmé combien de fois? Je l'ai vu combien de fois? Comme les autres stations spatiales aussi. On n'est pas des fous, on est des enquêteurs, en tout cas enquêtrices dans notre cas, où on a vraiment cette capacité-là de faire la différence parce qu'on a étudié le phénomène. C'est tout. C'est aussi simple que ça. De toute façon, quand on étudie le phénomène, on sait de quoi on parle, on est capable de faire le distinguo entre différentes choses. Hein. Ben, c'est ça. Voilà, moi ça fait 45 ans que je regarde le ciel de façon extrêmement attentive. J'en ai vu des trucs, hein, et puis des trucs. Ce qui m'a terrifié en 2016, c'est une apparition. Il y a eu une panne d'électricité déjà. Je me suis retrouvée dans le noir,
Et j'étais dans une maison que je ne connaissais pas. Je savais pas où était le compteur électrique, ni rien du tout. Donc c'était un peu la panique. Et j'ai quand même vu par la fenêtre d'une salle de bain une grande baie vitrée qui donnait sur la campagne. L'observation a duré 1h30, qui est long, parce qu'il y a eu plusieurs observations. Et j'ai quand même vu passer 2 bazars très très lumineux. Pour l'un, bon, le premier était un peu moins lumineux que l'autre, donc j'ai pu voir, ça ressemblait, c'était tout en longueur comme un wagon de chemin de fer. Et j'ai vu des fenêtres rectangulaires quand même. Ça a disparu, j'étais en état de sidération, mais le deuxième m'a terrifié. C'était beaucoup plus lumineux, j'ai pas vu les fenêtres, mais après il y a eu des sphères rouges, blanches, mais j'étais terrifiée. J'étais terrifiée par ce truc, et pourtant j'en ai vu. Donc il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Il y a des périodes où j'en ai vu beaucoup, et puis pendant des années j'en vois pas. En ce moment, quand je suis allée en Aveyron, là, j'en ai vu beaucoup. Ça faisait un moment que j'en avais pas vu. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et puis il y a les photos aussi que j'ai faites. J'ai fait des photos je fais des photos à l'aveugle parce que je photographie des orbes. Et les orbes, c'est très intéressant parce que je commence à comprendre comment ça marche. Parce que j'ai fait des 40 000 photos. Il n'y avait pas que des orbes dessus. Mais j'ai eu un triangle, comme le triangle belge, qui a été contesté après par son auteur en disant « Ah non, j'ai rien pris du tout, c'était une blague, bon, très bien. » N'empêche que j'ai eu la même chose. Ça, c'était en 2011, je crois. Et ça, je ne le voyais pas à l'œil nu. J'ai fait ma photo au hasard. Et j'ai fait 5 photos en tout. Hein. Donc on voit le truc se déplacer. Et quand mon flash a tapé sur la première photo, j'ai bien vu qu'il y avait un bazar à je pense 60 mètres de moi qui était posé en travers du petit chemin qui donne à ma maison. Et puis sur la photo, il n'est pas au même endroit. Et on voit un triangle en l'air. Comment ça s'explique ça? Et j'ai continué à mitrailler comme une folle après, mais sans l'idée du vaisseau, hein. Et j'étais pas du tout dans ce truc-là. Et je vois mon truc se transformer. Et plus ça se rapproche, plus c'est petit. Et j'ai un point de comparaison, un arbuste. Et le machin que j'ai vu, qui devait faire au moins, plus de la largeur du chemin, hein, qui doit faire 3-4 mètres, et sur les photos les plus proches de moi, il fait pas plus de 60 cm vu la taille de l'arbuste qu'il y avait à l'époque. Donc ça veut dire que plus le machin se rapprochait, plus il diminuait de taille. J'ai appelé ça la perspective inversée. Comme si on n'était pas sur les mêmes lignes de temps. Ce qui veut dire que plus il se rapprochait de moi, plus il s'éloignait en fait. Et à la fin, ça termine par un truc complètement énergétique. Ça a plus de forme matérielle, quoi. Bon, ça m'a frappé. Hein. Et ça, je ne le voyais pas à l'œil nu. J'ai fait ça à l'aveugle. Ce qui veut dire qu'on peut photographier des trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc ça ne se situe pas dans notre gamme de fréquences visuelles. Qu'on appelle la lumière réelle pour nous, ça se doit se situer, puisque notre appareil peut le capter en numérique, dans des zones d'infrarouge ou d'ultraviolet. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de bazars qui doivent se balader, qu'on ne voit pas. Parce que notre visuel, notre équipement visuel de notre cerveau ne nous permet pas de le voir. Oui, c'est un fait, ça. Parce qu'on a le cerveau sur le 3D. On a un cerveau branché sur le 3D. Fait que c'est tout ce qui est au-delà du 3D, c'est pas toujours capté. Non, puis on capte des zones de fréquence. Hein. Oui, oui. Mais c'est tout. Ça, c'est extrêmement réduit ce qu'on voit. On voit pas du tout la réalité, à mon avis. Oui, c'est assez dur à percevoir différemment. Sur ces quelques secondes, il nous reste à peine 25 minutes à l'émission déjà. Ça passe tellement vite. Il va falloir que tu reviennes, Elisabeth. Jenny aussi. Parce qu'on n'a même pas effleuré le corps de ce que j'ai. J'ai une feuille pleine. J'ai même pas posé aucune de ces questions-là. Fait des petites notes, tu vois. Aucune de ces questions a été posée à date, mais je vais en avoir une, pas pire, par exemple, mais qu'on revienne de la pause. Mais avant d'y aller, je veux saluer Jenny qui nous regarde de la Bretagne. Bonjour, Jenny. Et Sonia Toulouse, Lorraine Cyr qui dit merveilleuse émission. Sonia, elle dit qu'elle suit les vidéos beaucoup d'Elisabeth de Caligny. Donc, Elisabeth est très appréciée, même ici au Québec, par plusieurs. Marie-Lise et Isabelle aussi qui nous écoutent avec Cathy O'Connor. Je vous salue, mesdames. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il reste, je sais pas si est-ce qu'on a eu d'autres textos, Manon? Non, pas d'autres textos. Pas aucun autre. Bon, c'est ça. Fait que les gens, ils se disent, on va laisser jaser les bonnes femmes. Il y en a assez à dire. Ce qu'on va faire, on revient tout de suite après. Ne nous quittez pas.
De retour en studio pour la dernière partie de l'émission. Je trouve ça tellement agréable. Manon, est-ce que ça serait aussi agréable de dire s'il va faire beau ou pas? Parce que là, on va faire une petite partie météo. On la fait pas tout le temps parce que soit c'est trop déprimant. Non, en tout cas, ça dépend ceux qui aiment la neige. Bon, c'est l'automne, il reste que c'est l'automne. Mais bon, aujourd'hui, c'est une journée quand même, c'est nuageux avec éclaircies. C'est un 3 degrés ressenti 1 degré. Ce qui est moins drôle, c'est que demain, c'est malgré qu'ils disent 5 degrés, donc ça serait un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui, mais il y a un risque d'averse et aussi de neige. Il prévoit à peu près 1 centimètre de neige pour demain. Donc, c'est ça, sortez vos parapluies et vos pelles finalement. Oui, puis c'est vrai, on recule l'heure aujourd'hui, cette nuit. On recule l'heure cette nuit, effectivement. De 3 heures, on tombe à 2 heures, donc 1 heure de plus de sommeil, 1 heure de plus à pelleter. Là, c'est ça. Présentement, on a 5 heures de différence avec l'Europe, mais la semaine prochaine, on revient à 6 heures. Ça, c'est vrai que c'est bon de le mentionner. Merci, mon chum, qui me fait des simagrées avec sa montre imaginative, imaginaire, en même temps. Tantôt, je vais aussi parler du MUFON parce que vous faites un séminaire à chaque année. Cette année, Janice, ça se passe où et comment et qu'est-ce qu'il y a de particulier? On veut des scoops. Oui, tu vas avoir un petit scoop. Donc cette année, ça aura lieu à Laval. On avait pensé à Gatineau. Malheureusement, pour certaines raisons, ça ne sera pas possible. Et ça sera à Laval, mais ça va être très bien parce que ça sera la première fois dans la région de Montréal. Donc ça va être à Laval, au Sheraton, le 28 mars. Donc on aura plusieurs intervenants, dont Marc Saint-Germain, dont Jean-Charles, qui sera de retour de Hawaï. Il va aller continuer là-bas son film. Avec Monsieur Salah. Voilà. Salut Jean-Charles en passant. Ouais, il doit être par là. Il y aura Éric Tessier, il y aura plusieurs personnes. Et puis là, je viens d'apprendre que j'aurai un invité qui vient de France. Oh. Qui est une personne que je considère beaucoup. Qui s'appelle Jean-Louis Lagneau et qui est le directeur de Lumière dans la nuit. Il vient à Montréal? Et il va, oui, Elisabeth. Oh. Et... Très bien, bravo. Oui, pour moi, c'est vraiment je suis très contente de le recevoir. Il va être là physique? Il va être là physique. Ah ben, tabarouette. Jean-Louis Lagneau, si t'entends la radio, l'émission là, je t'invite à la radio aussi parce que j'aimerais ça t'avoir en studio. Oui. Tant qu'être dans le coin, non, mais c'est vrai que... faudrait qu'il reste une semaine et plus, ça. Il a déjà du mal, il va essayer de se libérer un maximum, mais c'est vrai que le magazine Lumière dans la nuit, mais c'est le plus grand magazine ufologique francophone. Ça a 60 ans quand même. C'est une référence sérieuse. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je l'ai connu via Gilles Thomas d'ODH TV parce que ce sont des amis puis que je sais que... Mais c'est ça. Si Jean-Louis était dans le coin pour une semaine et plus, ça serait le fun de t'avoir en studio parce que je sais que tu as des trucs à nous raconter plein. On aurait plein la vue. On pourra faire un party de gars cette fois-là aussi. On pourrait arranger ça. Ben, quoi que c'est souvent ça. Hein. J'ai commencé ma saison avec une partie de gars. Je suis la seule minoritaire dans le lot, puis ça a toujours été plate pour ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Fait que plus ça va, plus on en découvre. Puis je trouve ça le fun. Parce que je dis pas que, tu sais, une partie de filles, c'est le fun aussi, là. Partie de sacoche. Oui. Moi, j'ai une question piège à vous poser, les filles. Autant, j'aimerais avoir vos opinions, autant, Elisabeth, parce que toi, là, Elisabeth, dans ton livre, tu as écrit des histoires là, assez capotées. Selon, j'ai mon ami Benoît aussi, Maranda, qui se posait beaucoup de questions, qui m'a envoyé un texto hier, un long texto avec un paquet de questions qu'il y avait, mais comme j'ai pas eu le temps de toutes les dire... Il a parlé aussi des contactés. Là, on va parler des contactés. Lui me donnait comme référence aussi le contacté, le scientifique, je dirais plutôt l'ingénieur de formation. Si tu regardes dans ton livre à partir de la page 305 avec les Apuniens, que la planète a pu, que je connaissais même pas ça, cette affaire-là, la planète a pu. Alors bon, il y a des Américains qui disent les avoir vus, qui sont un petit peu plus New Age. Donc ça, moi je voulais me rapporter uniquement à cette histoire, sur la base du bouquin écrit par le gars d'ailleurs.
Et j'ai découvert quelque chose d'ahurissant. Bon, il m'est arrivé de croiser à Paris des Andins, des Amérindiens qui vivent dans les Andes, mais pas au Pérou, en Bolivie. Et pour eux, c'est assez classique, si je puis dire, de voir des ovnis. Alors, avoir les contacts, ça, ils ne diront pas, parce qu'ils sont extrêmement réservés là-dessus. Mais cette histoire m'a interpellée. J'ai trouvé que c'était absolument magnifique et j'ai tendance à y croire. Je pense pas que ce soit une vue de l'esprit de ce gars à qui ça n'a strictement rien rapporté. Si on lit son livre, on s'aperçoit que c'est un sceptique avéré au départ. Victor Kapetanovic, que s'appelle, voilà, qui se nomme l'ingénieur. Oui, c'est vrai. Quand j'ai lu l'histoire au début, je me suis dit, ils ont bien sceptiques. Lui, il était sûr que c'était des espions là, qui arrivaient d'un autre pays. Puis il les a ennuyés pendant longtemps. C'est-à-dire que les autres lui ont fait des démonstrations gentillettes. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que ces Apuniens sont des terriens, pour la plupart d'entre eux. Ils ont eu des vies antérieures sur la Terre, ils le disent. Ils ont appris l'éternité au niveau physique, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent aussi. Et donc, il n'y a pas que des êtres qualifiés d'Apuniens qui sont purement Apuniens, si je puis dire. Okay. Il y a des terriens devenus Apuniens, et ils le disent. Et ça, c'est absolument exceptionnel aussi. Ils disent aussi qu'ils sont des guérisseurs, ce sont des bienveillants, ce sont des êtres qui viennent, des consciences, des êtres, des humains, qui viennent apporter quelque chose à d'autres humains. Ils viennent montrer la recette en même temps de comment faire pour... ils parlent aussi de, comment ça s'appelle ça, quand ils se mettent à voler, là, l'antipesanteur avec l'ion. Ionisé, non, c'est quoi le terme que j'ai vu dans ton livre? Je m'en souviens pas, façon... Oui, c'est toujours des histoires d'ions. Ah, c'est ça. Donc, j'avais... de la tombe avec le minimus et tous ces trucs-là, ils ont été au minima du minima, si je puis dire, de l'atome, et ils sont arrivés à des tas d'applications là-dessus, et ça semblerait expliquer leur technologie, la longévité et des tas de choses, la guérison. Bon, c'est pas très bien expliqué dans le bouquin. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complexe et le gars n'avait pas la formation pour. Donc voilà, mais c'est quand même c'est assez extraordinaire. Et cette histoire d'ion, positif ou négatif, qui leur permet de voler aussi, ce qui est quand même assez étonnant, avec leur combinaison spéciale. Il y en a quand même, il y a d'autres stellaires qui en ont parlé aussi, qui sont pas de la même espèce, de façon différente. C'est très intriguant tout ça. Mais cette histoire m'avait beaucoup plu parce que, comme ceux d'Itibira avec l'affaire de Ludwig Palman, qui eux viennent pour eux-mêmes faire leur recherche de saveurs avec les fruits, les légumes, enfin les trucs particuliers. Ce sont quand même des êtres bienveillants. Voilà. Ils apportent quand même quelque chose aux humains. Ceux qui sont en Amazonie, donc ceux d'Itibira, vont quand même apporter du bien-être aux Amérindiens locaux, ce qui peut pas leur faire de mal vu leurs conditions de vie. Mais non, ce sont des histoires troublantes, je dois dire. Et on parle toujours des gris. Mais oui. Et c'est pas toujours très agréable, faut dire, les contacts, les abductions et tout ça. Mais justement. J'ai voulu commencer par un bouquin qui parlait d'autre chose, avec des témoignages qui m'ont paru troublants, intéressants, importants peut-être. Justement, là, tu vois, on fait affaire avec ces Apuniens qui sont des soi-disant extraterrestres qui viennent d'une autre galaxie, mais qui en même temps sont de bonnes personnes. Mais quand je regarde les histoires, parce que c'est ça qu'on parlait dans la pause avec Janie, c'est qu'il y a des abductés qui se font, les femmes qui se font fouiller, qui se font mettre des implants, qui souffrent le martyre, ils se font prendre des ovaires, des ovules, en tout cas, peu importe, ils se font fouiller puis ils se font enlever des morceaux ou qui s'en font mettre, ou peu importe. Là, ces ovaires ont disparu. Mais oui, ou ces personnes-là souffrent. Tu sais, je me dis, s'ils sont si pacifiques que les gens disent, mais j'ai su qu'il y avait à peu près 123 races extraterrestres qui seraient autour de nous, qui nous visitent ou qui sont déjà là, mais en même temps, je me dis, s'ils sont si pacifiques, pourquoi faire tant de douleur et de souffrance aux femmes ou aux hommes? Parce que j'ai reçu un cas aussi il y a à peu près 2 semaines d'un homme qui s'est fait installer, puis on passait par le tunnel
son petit chauve à un œil. C'est comme... C'est joliment dit. C'est comme... je vois Manon qui est crampée. C'est la Bref. première fois que j'entends ça. Ça me fait beaucoup. Ouais, un chauve à col roulé avec un œil dans le front. Non, c'est une belle façon de... Là, on parle des jokes de filles, là. Bref, mais j'ai aussi, j'ai ça à vous demander, mais en même temps, j'ai une question de Marie-Josée qui pose la question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un observatoire pontifical? Regarde, oui, la réponse est oui. Et que le pape serait au courant de certaines choses? D'après moi encore, la réponse est oui. Évidemment. Oui, moi aussi. Oui. Et alors, comment se fait-il que dans la Bible, il ne soit jamais question de vie extraterrestre? Au contraire, il en est question à quelques endroits. D'ailleurs, dans la Bible, on parle des vaisseaux, des chariots de feu. Ça, c'est pas un chariot de feu dans ce temps-là. Là. Partout, mais ce sont des allégories. Donc, il y a tout un style pour raconter les choses. Déjà, on ne sait pas qui a écrit ça. Hein. Ça serait quand même un grand mystère. Le premier mystère de la Bible, c'est qui sont les auteurs. Bon, il y a une multitude d'auteurs. C'est l'histoire fabriquée. Mm-hmm. On sait que ça a des références beaucoup plus anciennes qui ont trait à Sumer. Ça, c'est indéniable. Mm-hmm. C'est des histoires qui sont assez proches. Le Vatican a des observatoires, notamment les jésuites. Il y a un grand observatoire en Arizona, mais ils s'intéressent de près au ciel depuis longtemps. Et il est d'évidence que le problème extraterrestre, ils connaissent. Monsignor Balducci, il y a quelques années, on avait parlé. C'est un cardinal haut placé au Vatican. Il n'avait pas dénié le sujet. Le pape François, je ne sais plus trop ce qu'il a dit quand il a commencé son mandat, si je puis appeler ça comme ça. Il a fait cette allusion. Pour lui, il n'exclut pas l'hypothèse de vie ailleurs que sur notre planète, bien évidemment. Puis de toute façon, je vais vous dire, si on est d'une logique totale et qu'on imagine que Dieu a créé l'univers, il y a une affinité, on le voit avec les exoplanètes à l'heure actuelle. On sait que certaines ont les mêmes conditions de vie que la Terre. Pourquoi n'y aurait-il des humains que sur la Terre ? Et quand on sait que le Big Bang, ça s'est prolongé dans le temps, si on parle on met la notion de temps, si on induit la notion de temps, on se doute bien qu'il y a des systèmes solaires et des galaxies et des tas de choses qui ont été créées bien avant nous. Donc quand on voit le saut incroyable de notre propre civilisation en quelques milliers d'années, ne serait-ce qu'en une centaine d'années, regardez, même en 30 ans, ces 30 dernières années, ce qui s'est passé pour nous. Imaginons que des civilisations qui ont été créées bien avant nous, peut-être des milliers, voire des millions d'années avant nous, elles ne savent même pas qu'on existe. À mon avis, elles ne s'intéressent pas du tout à nous, parce qu'on est des petits joueurs. Et sont des êtres qui ont des capacités certainement bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est même pas concevable, à mon avis, pour notre petit cerveau. Voilà ce que je pense. Faudrait être égoïste de penser qu'on est les seuls dans tout l'univers. Il me semble que je sais pas, là, mais... Les seuls parmi 60 milliards de possibilités de planètes juste dans notre galaxie. C'est tellement idiot de penser une chose pareille. Autant que les gens pensent que c'est impossible qu'il y ait d'autres gens, d'autres vies sur d'autres planètes, moi, c'est impossible qu'il n'y en ait pas d'autres. Il faut avoir un nombril surdimensionné à quelque part. C'est sûr. C'est un conditionnement culturel et religieux. Oui, voilà. c'est ça. Oui, mais même on a beau avoir un conditionnement. Je sais pas, il me semble qu'il y a des questions. J'ai de la misère à concevoir que les gens sont pas capables de penser à eux-mêmes jusqu'à ce point-là. De penser vraiment qu'il y a juste nous autres, sa planète Terre, puis qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. Il me semble que... Je sais pas, là. C'est peut-être moi qui... Et je vais vous dire, c'est remettre en cause le dogme. Voyez-vous, la croyance. C'est très rassurant de croire. Il y a un texte de base qui dit que c'est comme ça. Bon. Ouais. Si on commence à penser différemment, ça remet tout en cause. Et à partir de là, on a peur. Et l'être humain, sa grande crainte, c'est d'avoir peur. Enfin, c'est conditionné pour avoir peur. L'être humain a peur de tout, il a besoin d'être assuré.
Donc, il n'a pas envie d'aller y voir. Donc, l'hypothèse de la panique, ils n'ont pas tout à fait tort. Voilà, c'est tout. C'est rassurant, la religion, pour beaucoup. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Puis pour la panique, ben, quelqu'un qui a jamais vu et qui croit pas, ou qui fait comme, non, t'es dans le champ, là. Mais non, c'est parce que la journée, ce que c'est eux qui vont voir, ils vont peut-être nous péter une crise de cœur en face ou qu'ils vont perdre connaissance, faire le bacon. Je peux pas croire que Tu sais, quand ils s'attendront pas à ça. Quand on dit qu'il va y avoir un manque de, je sais pas moi, de sucre, de Nutella dans un magasin, quand tu vois la panique que c'est déjà en général. Mon Dieu, c'est vrai. Hey, belle. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hey, ça, c'est vraiment Hey, tu vois les gens quasiment s'entretuer pour pogner la dernière TV qui est à sa tablette après les fêtes, là. Qu'est-ce que c'est? Sinon, quand ça va être, mon Dieu, s'il arrive une catastrophe ou peu importe, puis qu'on se ramasse avec des centaines et des milliers de vaisseaux au-dessus de la tête, hey, je pense que tout le monde va être à... Ça serait terrifiant pour beaucoup. Il y a des gens qui en mourraient de terreur. Hein? Ben oui, justement, ils vont tous, mon Dieu, se retrouver avec les cheveux blancs dans le temps de le dire. Puis là, nous autres, belle gang de caves, on va dire, on te l'avait dit. On te l'avait dit, tu nous écoutes pas, tu nous as jamais cru. C'est ça. C'est plate à dire. Je crois qu'il y a des tas de gens qui s'en remettraient pas. Soit ils en mourraient de terreur, soit ils finiraient à l'asile. Hein? Ben oui. Oui, ça sera affreux. Et même, je vais vous dire, même pour nous, imaginez que ça arrive. Comme dans les films de science-fiction. Ben oui. Moi, je pense que j'aurais peur. Tu vois, j'ai une amie qui n'a jamais cru à ça de sa vie, mais jamais, jamais, jamais. Pour elle, c'était de la science-fiction pure laine. Mais aujourd'hui, elle est témoin de quelque chose et elle n'en revient pas elle-même et elle pense même avoir un problème psychologique ou psychiatrique parce que non, ça se peut pas là. Je comprends pas là. Ça fait plus partie de la même chose que cette dame. Parce qu'à un moment j'ai pas eu que ça, il y a eu d'autres trucs et j'ai été très inquiète et j'étais malheureuse comme une pierre. Hein. C'est pas quelque chose qui a été facile pour moi du tout, donc je comprends. Et puis de toute façon, je continue à douter. Hein. J'ai toujours une part raisonnable de doute surtout. Je prends rien comme argent comptant. Mais tant qu'on doute, mais qu'on... En tout cas, je trouve... oui. Je trouve ça... c'est ça. Tant qu'on a un petit doute, on a un petit peu d'espoir qu'on se soit trompé, comme on peut dire. C'est ça. Mais tu sais, on passe notre temps, enquêteur, on passe notre temps, tu sais, à être sur un pied ou sur l'autre. Là, on danse tout le temps aussi, mais c'est tellement gros. Non, c'est pas possible. On se remet en question tout le temps. Oui, carrément. Tout le temps. Là, on a Manon Poulain qui est avec nous en studio pour Vente fraîcheur. Bonjour, Manon. Attends un petit peu, je pense que je pouvais à ton micro avant que tu parles pour rien. OK, vas-y donc. Allô? Fais du lip-sync. Maintenant, à Vente fraîcheur, on parle de quoi à ton émission aujourd'hui? Oh, wow, quelle belle grosse émission qui s'en vient. Question de relations intergénérationnelles, de déchirement de la vie, d'aliénation parentale. C'est une auditrice qui m'a suggéré ça, que je nommerai pas par respect pour ce qu'elle vit. Elle trouvait qu'on manquait d'informations côté aliénation parentale. J'ai fait des recherches et je reçois quelqu'un pour nous en parler, nous démystifier c'est quoi. On va parler d'homosexualité également, de spiritualité, de tous les déchirements qu'on a. Tu sais, des fois, on a des valeurs, là, on ne sait pas trop laquelle on met en priorité et tout, là. Mais il y a quelqu'un qui va venir nous parler de son histoire de vie comme ça. Ça a un impact dans toutes nos sphères de la vie. Ta santé physique, financière, ta santé globale, j'oserais dire, en est impactée. Donc, aujourd'hui, on va vous outiller de ce côté-là. Ben, je trouve que ça va être une pas pire émission. Ça va être intéressant comme sujet. Oui. C'est bien. Ah oui, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qui ne parlent pas, mais qui sont très malheureux. Exact. Voilà. Donc, ça peut donner des réponses fort intéressantes. J'écouterai certainement en podcast, c'est ça. Ça va m'intéresser. C'est vrai, en plus. Tous les podcasts de toutes nos émissions sont disponibles d'ailleurs, en balado. Sur Balado Québec. Oui, c'est ça. Où on va sur CJMD, le 969fm.ca. Tous les podcasts sont là. Quant aux miens, je les mets via ma page web Zone Parallèle, mais je mets le lien de 969fm où on va la télécharger. On la met sur zoneparallèle.com. Fait que ils sont accessibles partout. Tes podcasts à toi d'émission, t'as pas de page web. Ben oui, je mets ça sur Vente fraîcheur. La page Facebook Vente fraîcheur. OK. Je fais comme toi. Voir aussi, j'ai retenu, comme ça, j'ai vu tout.
qu'il y avait comme podcast. Je vais écouter, je vais aller voir. Ben, tu vois, le temps que je me rende chez moi, ça va aller vers 16 heures, peut-être, à moins que je le mette ici avant de partir, mais c'est parce que ça va être un petit peu de taponnage. Je vais me mettre à la course. Mais en principe, en soirée, le podcast va être disponible pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, merci, Manon Poulain. Merci. Mais tu sais que ceux qui sont pressés, ils peuvent l'avoir 5 minutes après notre émission sur le www.969fm.ca. Exactement. 5 minutes après, il est déjà disponible, ceux qui veulent vraiment l'écouter tout de suite. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Bonne émission, Manon, en passant. Merci beaucoup. Mon Dieu, l'émission s'achève déjà parce qu'il reste 2 minutes à peine. 1 minute. Je veux vous remercier, les filles. Ben oui, avec la petite larme et la mort au nez, mais La petite larme de saison. Temps passé. Je te fais une blague, hein? T'étais pas obligé d'essuyer ton nez pour vrai. Il n'y avait pas. Mais en fait. C'était une petite larme. En fait, justement, je voulais remercier. Il va falloir vous revenir, les filles, pour qu'on reprenne une émission semblable parce que c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé le contact féminin sur la chose, une autre façon complètement de procéder ou de divulguer ou de parler de ça, mais avec humour en même temps parce qu'on ne se l'en prend pas toujours au sérieux, même si c'est un sujet sérieux, on est capable de rigoler en fait. Elisabeth, pourquoi pas? Ben oui. Puis Elisabeth, on te voit encore sur Nurea TV, j'imagine, tu dois faire encore quelques émissions là-bas avec eux. Puis je vais faire plusieurs émissions sur Nurea qui sont déjà prévues, qui sont pas forcément ufologiques, mais également avec Sylvain Didlot qui intervient beaucoup au Québec. Okay. Donc là, je prépare une émission sur Philippe de Lyon, qui est un thaumaturge français, c'est absolument passionnant. Sur Miasme TV aussi, qui est une petite chaîne, mais fort intéressante. Donc, mais je parle de tout, pas forcément d'ufologie, mais il y aura des sujets ufologiques, évidemment. Voilà. Parfait, merci. Alors, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu reviennes, Elisabeth, parce que là, tout le monde t'aime. Puis, Gianni, les gens voulaient savoir qui était Gianni maintenant. Vous avez une bonne idée. Gianni est super gentille, là. Puis en plus, je confirme. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, ça fait quelques années que je la connais d'ailleurs. Puis je trouve ça, tu sais, le contact quand il se fait avec quelqu'un, puis ça se fait instantané, là. On peut dire que c'est une bonne amie, là. Ça, c'est ça. C'est ça, Gianni. C'est ça. Et il faut que tu reviennes. Alors, l'émission s'achève sur ce. Manon, merci beaucoup d'avoir été à la co-animation encore aujourd'hui. Merci à toi, Carole. On se voit la semaine prochaine. On reçoit, en principe, Rebecca Guénette ainsi que Raymond Choquette va être à l'émission la semaine prochaine. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine malgré les quelques flocons qui peuvent peut-être tomber. Bonne semaine à vous tous et Merci. toutes. Merci. Au revoir. Bye les filles. Au revoir. On se refait un souper de sacoche. Bye. À bientôt.